Bonjour à tous les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode de Premier Souvenir avec, en compagnie de mon frère Biggie. Comment vas-tu? Ça va, Khaled? Bien, ça se passe? Ça va bien et puis content d'être avec vous. Et pour cet épisode, on va dire particulier, parce qu'il s'agit d'une console particulière, on va en parler, c'est la Nintendo 64. Donc c'est un souvenir sur une console rétro, mais une console de fin de cinquième génération. Pour ça, on se devait de faire cet épisode avec Arnaud TCK, que Merci. beaucoup, je pense, connaissent. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous les deux. Merci de m'avoir invité. Je suis super content d'être là. Merci à toi d'être là. Ouais. Avec Alors, je grand dis beaucoup plaisir, connaissent Arnaud. parce que beaucoup t'ont vu à travers la vidéo de Colic, hein, ont vu Ouais, ta collection, à travers les deux vidéos, parce qu'elle était en deux parties. tout à Et fait. puis aussi, on va dire, un public peut-être plus restreint, te connaissent aussi beaucoup sur les lives, parce que tu participes au chat de manière assez significative. Et du coup, moi, c'est là que je t'ai rencontré. Alors Arnaud, c'est un grand fan de la N64 et en particulier de Banjo. On peut voir derrière lui d'ailleurs Mm. un poster du jeu. Alors, si je puis me permettre, Khaled, il y a un truc qu'on oublie de citer et que tu as oublié de citer, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'Arnaud, en fait, il est codeur, il développe un jeu actuellement. C'est J'allais pour ça venir. qu'il s'appelle Arnaud Pour ça, TCK. TCK, j'allais venir. Donc, Ouais, il effectivement. est le développeur principal du jeu The Cursed Knight qui doit sortir sur Mega Drive. Mega Drive. Mega Drive. Ouais. Donc, avec la bande de la GGS Studio, donc Ivan Kaiser, Chris Wise et tout le monde, la bande de GGS. Ouais, Donc, d'ailleurs, Arnaud est codeur, donc voilà. Il avait déjà d'ailleurs, tu fait peux dire un petit mot Astera sur ça, Arnaud, hein. Tu peux en parler Comment? un petit peu. Tu peux parler un petit peu de TCK Ouais. justement. Alors c'est un projet qu'on a lancé, il me semble, en mai dernier, donc ça va bientôt faire un an. Au début, tranquillement, on n'était que deux, hein, juste Yvan Kaiser et moi. Il m'a fait quelques graphismes, et puis ça a bien pris. On a sorti une démo, il me semble, que c'était à la Toussaint, donc vers octobre-novembre. Oui. Les retours étaient plutôt bons. On a eu quand même quelques remarques qui nous ont permis de modifier les choses. Et là, du coup, on n'est pas à temps plein parce qu'on a tous un travail dessus. On est 5 maintenant à bosser dessus, hein, avec Chris Wise, Bob Hamburger et Guigui48. Et ça nous occupe pas mal nos soirées. J'imagine. Mais c'est quelque chose de vraiment, de vraiment passionnant on va dire de redécouvrir une console du côté développeur en fait, du côté développeur. C'était Ça une peut aussi première être. pour toi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis pas du tout programmeur. J'apprends un peu sur le tas. Dans mes études, j'ai fait un tout petit peu quelques algorithmes, des trucs comme ça. Mais ouais, j'apprends vraiment sur le tas. Et c'est vraiment intéressant quand tu relances un jeu, de le voir du point de vue. Mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah sur Mega Drive, c'était plutôt en assembleur, je crois qu'à l'époque, Oui, le langage de programmation, c'était essentiellement l'assembleur. Il y a des jeux, hein, qui ont été programmés autrement qu'en assembleur. Il y a Sonic Spinball Ouais. qui a été fait en C, et du coup qui rame. mais nous, la librairie qu'on a, elle est vraiment elle est vraiment top. Je pense que c'est pas aussi optimisé que ce qu'on pourrait faire en assembleur, mais on a quand même les performances sont. Kamel, il y a joué il y a pas si longtemps que ça. Le jeu, il rame pas. Les performances sont bonnes, quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est le principal. Voilà. Puis je pense que le kiff est là, vu que c'est une première, on est C'est toujours ça. enthousiaste. Après, comme tu l'as dit, avec le boulot, etc., vous faites comme vous pouvez, mais en Ouais, tout on cas, c'est prend un notre excellent temps. projet. On prend notre temps. Oui, et puis quand il arrivera à son terme, je pense qu'on sera tous bien contents de pouvoir tester ça, je pense. Ouais, on vous prévoit des trucs assez sympas là en ce moment. Ouais, Ça c'est marche. confirmé. Ouais. Alors, les amis, j'ai dit une console un peu particulière, je vais revenir un peu sur ça, parce qu'en fait, la N64, elle est sortie en France en 97. Au Japon, je dirais fin 96. Cette console, en fait, elle est sortie du coup après la PS1, après la Saturn. Donc finalement, Nintendo, il est passé d'une console 16 bits, de salon 16 bits, la Super Nintendo, à une console 64 bits. Il a voulu sauter le cap des 32 bits pour rivaliser d'entrée avec la PS1 et la Saturn, voire même tenter de dominer le marché. Le problème, c'est que, enfin, je dis le problème selon moi, c'est qu'ils ont voulu maintenir le support cartouche. Et je pense que ça a dû refroidir un certain nombre de sociétés, hein, de programmation, Ouais. etc. Que du coup, c'est plus dur et c'est plus cher de programmer sur cartouche. Et puis à côté, ils avaient la PlayStation 1 où ils pouvaient se régaler sur le CD et puis c'était moins cher.
et ils ont perdu malheureusement, par exemple, ils ont perdu Square. Pour moi, tout ça, c'était quand même des éléments importants de l'époque. En tout cas, moi, ça m'avait marqué en tant que regard d'un enfant de 15 ans. Parce que Square, pour moi, c'était Square, c'est ouf, Final Fantasy 3, etc. Ils ont perdu Capcom aussi. Comment? Oui, ils ont perdu Capcom. Il y a le Resident Evil 2, mais qui est sorti bien après, voilà. C'est ça, c'est ça. Après, par contre, effectivement, d'entrée de jeu, avant la sortie de la console, peut-être autour de 93, 94, ils avaient déjà lancé le projet. Hein. Ils s'étaient associés, on en parlait tout à l'heure avec Biggie, avec Silicon Graphics, hein, qui faisait aussi des effets spéciaux pour les films. Je crois qu'ils avaient fait pour Terminator 2, ils en avaient fait pour Jurassic pas mal. Park, hein. Jurassic Park, c'est ça. Et finalement, le temps, Rare a tout de suite dit oui, clairement. Ils sont lancés dans le projet. Et d'ailleurs, heureusement, parce que j'aurais tendance à dire que les jeux rares sur cette plateforme sont performants, sont kiffants. Oui, ça fait partie des meilleurs jeux, je pense qu'on est. Ça fait partie des meilleurs jeux. Les cartouches étaient quand même bien boostées. Hein. C'était rapidement du 250 mégabits. Resident Evil 2, t'en parlais, je crois que c'est le double. Ouais, c'est bon. Ouais, par contre, bon, forcément, il y a le son qui était forcément différent de ceux sur support CD. Donc, c'était un gros risque. Ils ont pris ce risque. Au début, ça s'appelait pas tout de suite l'Ultra 64. Il y avait un premier nom. Je me souviens d'avoir vu un premier nom. Là, je pourrais pas vous dire lequel. Et ensuite, elle s'est très vite appelée la Ultra 64. Et moi, dans ma tête, je suis resté sur ça, Ultra 64. Ils mettaient des démos de jeux. Hein, j'avais vu une démo de Kirby. Le Kirby qui est sur GameCube, en fait. J'avais vu une petite démo. Ouais. Ils voulaient le faire sur N64 au début. Ils ont laissé tomber. Il est sorti finalement, je sais pas, 5 ans après sur GameCube. Et du coup, c'était un gros risque. Est-ce qu'il a été payant? Alors, je vais vous donner mon point de vue quand même parce qu'il faut en parler. Hein, c'est les premiers souvenirs avec. C'était la transition 2D 3D. Hein, c'est-à-dire sur N64, c'est des jeux en 3D, modélisés 3D. Je l'attendais avec mes frangins parce qu'on était fans de Nintendo. On aimait bien ça. On aimait bien la Super Nintendo. On l'a kiffé comme nous tous, je pense. Est-ce que j'ai été déçu? Oui et non. Sur certains jeux, sur beaucoup de jeux, je dirais oui. C'est-à-dire qu'il y avait une ludothèque quand même de 60-70% des jeux auxquels j'ai pas eu vraiment de kiff. Par contre, il y a eu un noyau central sur lequel j'ai passé d'excellents moments. Vraiment d'excellents moments. Je pense que Arnaud, c'est pareil pour toi. Hein. C'est peut-être un petit noyau de jeu. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une de mes collections les plus restreintes, on va dire. Moi, je choisis vraiment les titres que je prends et je pense que j'ai encore un ou deux trucs que j'ai pu avoir qui sont sympas et que du coup je les aurais pas achetés plein pot, mais en vrai je pense qu'avec une vingtaine de jeux on peut avoir les essentiels sur 64. Voilà, effectivement. Alors que effectivement si tu vas chercher une Mega Drive ou une SNES, là tu peux multiplier par 10 sans souci. Alors bon, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Ça c'était pour faire le petit préambule. Le vif du sujet, on pose tout de suite une question à notre invité, on commence par l'invité en tout cas. Et donc là, en l'occurrence, avec toi, Arnaud, c'est quelle a été ta rencontre avec la console, avec la N64? Alors moi, la 64, elle est sortie, donc aujourd'hui, j'ai 31 ans. Donc quand elle est sortie, j'avais 8 ans. Et ouais. J'ai un ami, il s'appelait Paul, à l'école primaire, j'étais à l'époque, il l'a eu tout de suite en fait. Alors il l'a eu tout de suite, quand je vous dis tout de suite, c'est que moi, je me rappelle que c'était à la rentrée. Donc finalement, aujourd'hui, avec ce qu'on sait, il l'a eu à la sortie française, j'imagine, ouais. En septembre 97. Moi, j'étais avec ma Mega Drive et du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu décoiffé. Alors, j'ai une petite anecdote rigolote sur quand il m'a invité chez lui justement pour découvrir la 64. En fait, avant, il avait la Mega Drive. Et du coup, quand il m'a invité la première fois pour jouer à la 64, il me dit « Ouais, par contre, c'est particulier, notre télé, elle est pas bien. Et du coup, c'est en noir et blanc. » Et c'était pas un problème PAL NTSC, c'était un problème PAL CCAM. C'est-à-dire qu'en fait, ses parents, ils avaient une télé suffisamment ancienne qui devait dater des années 80 voire fin des années 70 et qui faisait qu'en fait avec déjà il n'y avait pas d'entrée RCA, donc il avait l'adaptateur qui était fourni avec la 64 pour brancher sur la Péritel. Il était fourni avec toute la 64. Malgré ça, la télé n'arrivait pas à lire l'image en couleur, donc on jouait à Mario 64 et à Clay Fighter en noir et blanc, ouais. Et puis un jour il m'a dit, mais c'était encore une fois avant Noël, il m'a dit « Oh, c'est un truc de fou, ça y est, mes parents, ils ont changé la télé. » Et du coup, on a pu jouer au jeu en couleur. Moi, c'est des choses qui m'ont assez marqué.
du coup, après, j'ai beaucoup insisté pour aller aux courses parce qu'il y avait dans mon supermarché, il y avait une borne de démonstration avec Mario 64 qui tournait. D'ailleurs, je tenais la manette sur les deux tridents extérieurs. Ce qui fait qu'en fait, ma mère, elle allait faire ses courses et moi, j'ai eu des crampes dans tout le pouce pendant une semaine après avoir testé pendant 1 heure que ma mère faisait ses courses, la 64. Et par contre, je l'ai eu à Noël tout de suite après, donc Noël 97, avec Mario 64 et Doom 64. Donc oui, à 8 donc ans, tu l'as eu l'année de sa sortie. Ouais. C'est sortie D'accord. française. Sa sortie française, effectivement. Biggie, ton premier souvenir avec la N64, est-ce que tu t'en souviens? Bien sûr, je m'en souviens très 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 bien parce que ça m'avait marqué, énormément marqué. En fait, j'ai un pote à moi, je le cite souvent, hein, parce que je l'ai déjà dit, on a fait nos jeux vidéo ensemble et on est resté très très proches pendant beaucoup d'années. Et on a fait nos armes dans le jeu vidéo ensemble, donc c'est KX que j'avais invité dans mon live sur les tournois de jeux de Versus. Donc en fait, KX, son grand frère, qui était assez fortuné, c'est-à-dire entre guillemets, il travaillait, avait un bon job, il travaillait pour son père, et il était à moitié associé dans l'affaire, donc il avait une aisance financière qui était assez importante. En fait, il a commandé la N64 au Japon, donc il l'a eu à la sortie japonaise. Et tout de suite, au départ, il a eu tout de suite des gros jeux. C'est-à-dire qu'il l'a eu dans un premier temps d'abord avec Mario 64, en version japonaise. Et donc, nous aussi, on l'appelait l'Ultra 64. Hein, c'était... Et allez, dans la foulée, les premiers mois, dès que Star Fox est sorti, en fait, quand je suis allé chez lui, il a testé. Donc, il avait la version japonaise, il avait Mario 64, Star Fox 64 et Mario Kart 64. Il avait ces 3 jeux-là. D'accord? Et c'était avant la sortie française. D'accord. Et donc, il m'invite pour tester chez lui. J'avais déjà vu Mario 64 rapidement chez lui. Et après, quand il a eu tous les jeux, il m'a invité à jouer chez lui. Et on a surkiffé sur la console. Et je me souviens, quand je faisais la comparaison avec la PS1, ça piquait. Je trouvais que c'était quand même largement au-dessus, Mario 64, Star Fox. Moi, je suis un énorme fan de Star Fox. Ouais. Et puis, c'était juste ouf. Donc, je bavais devant la console. Alors, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais au niveau du tarif, moi, j'avais le souvenir que c'était moins de 1000 francs. 990 francs. Je me plante ou pas? Oui, il me semble. Hein. C'était pas trop cher, hein. Je crois que c'était moins de 1000 francs. La console, j'appelle ça la console nue, sans jeu. Ouais. Parce qu'en fait, là, il y avait un pack. Au début, elle est sortie en pack. Il y avait la console simplement. Et ensuite, ils avaient mis, je me souviens, la console avec un petit Mario 64 et ils avaient mis la cartouche en loose de Mario 64 dedans. Je me souviens de ce pack-là, c'est le pack qu'on avait pris. Et pour moi, c'était pas cher. Enfin, pas cher. Relativement à d'autres consoles qu'on a pu connaître. Hein. Ouais. Les jeux étaient plus chers, par contre. C'est clair. Ok, du coup, moi, mon souvenir, je m'en souviens aussi. C'est mon frère Sabri. Je l'appelle Cabrac. Mon frère Sabri, Bri Cabrac. Bon, bref. Il l'a acheté avec son pognon. Il était jeune adulte, hein, il devait avoir 18 ans, je pense. Et il l'a acheté l'année de sa sortie, mais en fin d'année. Pour moi, dans mon esprit, elle était sortie en début d'année, mais je me plante peut-être. Et puis il l'avait acheté proche de Noël. 97 du coup. Et en fait, on s'est assez rapidement, sur les 2-3 ans, gavé de jeux. Parce que l'ère de la N64, il est quand même assez court. Hein. 97, 2002, c'était déjà la fin, mais à partir de début 2000, il n'y avait plus beaucoup de jeux qui sortaient. Ça commençait déjà à diminuer. Et du coup, entre 97, on va dire, et 2000, on a acheté quand même beaucoup de jeux. Donc comme quoi, ça nous plaisait quand même. Et puis on a testé plein de choses. Parce que ce passage à la 3D pour Nintendo, on a voulu le découvrir. Et puis on était fan des jeux, en règle générale, produits par Nintendo. Bon, on va y venir. Hein. On va y venir justement au cours de la sélection de jeux qu'on a mis en place pour ces premiers souvenirs. Alors, avant de parler de jeu par jeu, je tiens à signaler qu'on était assez d'accord sur les jeux qu'on allait évoquer, puisque finalement, on va partager pas mal de souvenirs communs. Ça sera intéressant d'ailleurs en commentaire de nous dire si c'est aussi le cas pour vous, hein, ou alors si au contraire, on a omis de parler de certains jeux pour lesquels vous avez d'énormes souvenirs. À la fin, j'essaierai de donner aussi 2-3 jeux sur lesquels, 2-3 petites anecdotes sur lesquelles j'ai des bons souvenirs. Alors, justement, Arnaud, on va parler de ton premier jeu jeu N64. Alors, mon premier jeu Nintendo 64, c'était Mario 64, hein, que j'ai eu avec la console à part. C'était pas un pack, hein, j'ai eu le jeu vraiment à part.
D'accord. Et là, donc pour moi, vu que j'étais chez Écurie Sega avant, premier jeu en 3D, enfin en vrai 3D, parce que j'avais Sonic 3D. Premier Mario aussi pour moi. Incroyable. Tu m'étonnes. Des après-midi entières. Les niveaux aujourd'hui, on les trouve assez restreints, assez petits. Mais à l'époque, moi, je pensais qu'on pouvait. Rien que dans la cour du château du début, j'ai passé des heures et des heures. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait un canon qui était fermé avec une grille. Alors, ce que tu soulèves, Arnaud, c'est vraiment ce qui m'a marqué, ce sont les détails, en fait. Parce qu'on avait une transition, on passait au Mario 3D, et je trouvais, alors là, aujourd'hui, effectivement, en 2020, on n'a pas cette impression, mais en tant qu'observateur de 1996 ou 97, je trouvais le jeu avec plein de petits détails, le canon, plein de choses, en fait, qui Ouais, font il que. y avait plein de choses à trouver. Il y avait une nouvelle dimension, en fait. Ouais. Donc il y avait de la recherche, il y avait des trucs cachés. Il y avait, là, on le voit à l'écran, l'oiseau, il n'y est pas dès le début dans l'arbre, dans ce niveau-là, Ouais. par exemple. Il y a Et puis les l'oiseau. niveaux très diversifiés, je crois qu'il y en a, je dis les niveaux, mais les mondes, il y en avait 12, je crois, et ils étaient vraiment très diversifiés. Tout à fait. Et Et ça, je l'apprécie. Ouais. non, ouais, il y en a 14, il me semble. 14, j'aurais dit 12, Ouais. mais bon, je me souviens, certaines, ça Ouais. fait longtemps. Et par contre, c'était la première fois, en fait, enfin pour moi, hein, qu'on rentrait dans un niveau et qu'on pouvait accomplir différents objectifs. Attraper. Alors, Mario 64, il est à cheval, en fait, entre les deux. C'est-à-dire, en fait, il y a certaines étoiles, il faut les sélectionner, il faut y arriver au moment quand on rentre dans le niveau, et ça modifie un tout petit peu le niveau quand on rentre dedans, quand on a choisi Oui. cette étoile. Par contre, par exemple, moi, la première étoile que j'ai attrapée, avant même d'attraper dans le premier niveau, avant de tuer le roi des bobombes, c'est j'ai libéré le chien, par exemple. Parce que je le D'accord, ouais. savais, je l'avais vu chez mon pote qui l'avait, il me l'avait montré. Et du coup, je savais, j'étais arrivé, j'avais vu le chien, parce que finalement, c'est la première étoile qu'on voit dans le niveau, parce qu'elle est derrière la grille. Et du coup, je savais qu'il fallait faire ça. Et donc, du coup, j'avais aplati le pilier qui tient le chien, qui s'évade. Et donc, du coup, ça, c'est l'étoile, par exemple, numéro 6, je crois, du niveau, alors que tu es censé attraper la numéro 1. Ça, j'ai trouvé ça top. Par contre, quand on attrape. C'est excellent, tu te souviens de ces petites anecdotes-là? Ah ouais, mais ça, Que c'était. vraiment, ça t'a marqué? Par contre, j'ai beaucoup, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu Doom en même temps, j'ai quasi aucun souvenir sur Doom. Ouais, bah, Ouais, c'est que ça t'a marqué, c'est clairement ouais, ça. Alors, ouais. juste une petite question, Arnaud, avant de donner la parole à Biggie. Mm. Qu'as-tu pensé du pad pour Mario 64? Bah moi, c'était complètement naturel, quoi. Enfin, c'était une nouvelle console, nouvelle manette. À 8 ans, je m'étais pas spécialement posé la question. Parce que moi, pour Mario 64, j'ai trouvé qu'il était vraiment limite fait pour ce jeu. Ah oui, Je mais me c'est suis même certain, posé la c'est question. certain. Alors que sur d'autres jeux, c'était une catastrophe. Mais oui, effectivement. C'est Biggie, certain. tu l'as connu le Mario 64? Oui, ben justement, je l'ai connu avant de posséder la console, donc chez mon pote KX. Et alors, moi, ça a été en deux temps. La première fois que je l'ai vu, bon, j'ai trouvé ça cool et tout, mais j'étais tellement attaché à Mario World que ça m'a posé un problème au début. Parce que effectivement, en fait, ça a vraiment été en deux temps, parce que j'avais déjà vu des jeux de plateforme 3D sur PS1. On en avait déjà vu plusieurs, donc on connaissait déjà ça. Notamment, il y en avait un qui est assez moyen, c'était Croc. Je sais pas si tu te Ouais, souviens. c'est moyen, moi j'aime bien. C'était moyen, je trouvais. C'était pas un super jeu de plateforme. Et puis il y en avait d'autres. Il y avait Pandemonium. On en a parlé il y a pas longtemps de Pandemonium. Ça avait commencé déjà par Jumping Flash, au tout Jumping début. Flash, mais c'est pas la même chose. Spécial, Jumping C'est Flash. pas la même Bah, chose. en tout cas, moi, c'est le premier que j'ai connu sur Un PS1. FPS, en fait, tu as une vue vraiment FPS, ouais, on peut dire que Ouais. la vue, elle est plus subjective que. Mais il y avait des jeux comme ça Évidemment. sur micro, il me semble. Sur Alors, juste micro. ouais, tu parles de vue, Biggie. Par contre, la position de la caméra dans Mario, c'était un calvaire pour moi. Ouais, J'avais ouais, beaucoup de mal à gérer. ouais. Mais je pense que pour beaucoup de gens, c'était un calvaire. Et en fait, j'ai trouvé quand même le jeu super bon, hein, mais ça s'est fait plus tard. C'est-à-dire quand j'ai découvert le jeu en lui-même, son ambiance, ce côté recherche finalement, bon, qui était dans les anciens dans Mario World, mais là c'était vraiment poussé à son paroxysme parce que il y avait des mini-énigmes. Tout à l'heure tu citais l'énigme avec l'oiseau qui n'est pas là tout de suite. Pareil pour avoir certaines étoiles, c'est-à-dire en chaque début de stage. Nous le souci c'est qu'on l'avait en japonais. Hein. Ah oui. Donc, au début on comprenait pas les textes, fallait qu'on devine par nous-mêmes. C'est vrai que le nom de l'étoile, juste le nom, c'est ça qui donne un indice en fait. C'est ça. Et donc, Ouais, on Derrière la s'est grille, des trucs cassé comme la ça. tête
à chercher. Bon, on arrivait à deviner, hein, mais du coup, on a eu plus de mal à le terminer. Mais je l'ai vraiment aimé que par la suite. Mais pour moi, ça reste pas le... Parce que beaucoup de gens le citent comme le meilleur Mario de tous les temps. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Moi, ça reste et ça restera le Mario World of SNES. Mais après, voilà, c'est vraiment un point de vue personnel. Parce que le Mario, il y a d'autres Mario sur lesquels je me suis vraiment épanoui. Hein. Mario Galaxy 2, etc. C'était Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé aussi? Moi, j'ai du mal à comparer les Mario 2D et 3D. Ouais, alors moi, je compare le kiff simplement. Ouais, Juste ouais, bien sûr. la sensation. Bien sûr. Mais tu as raison, c'est pas comparable techniquement parlant. C'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose du tout, du tout. Mais ce Mario 64, bah, il a marqué les esprits. Hein. On a eu une version DS par la suite. On a eu, là, je crois qu'il est dans la compile aussi qui est sortie sur Switch. Alors, je la possède pas la compile, mais je crois qu'il est dedans. Il a clairement marqué les esprits, ça, il y a aucun doute. Et puis c'était une entrée en matière, fallait qu'il marque le coup, hein, Nintendo, hein, sur ce coup-là. Ouais, clairement. Clairement. La version DS, elle déchire. Ils ont rajouté, enfin, elle déchire. Ils ont essayé le stick manque, mais ils ont rajouté 30 étoiles. Et c'est des trucs je trouve qu'ils s'intègrent assez bien dans l'univers, enfin dans le château. Et les personnages jouables aussi, ils ont rajouté d'autres personnages jouables. Non, franchement, elle est vraiment sympa cette version de DS. Moi, j'étais content de refaire le jeu avec 150 étoiles au lieu de 120, quoi. Ouais, non mais c'est clair. Ouais. C'est clair. Biggie, à ton tour de nous parler d'un premier souvenir. Alors, moi, déjà, comme je disais, j'ai vraiment découvert cette console bien avant la sortie française. Et un des jeux qui m'avait traumatisé, et en fait, je suis vraiment un ultra fan de cette série. Il était dans les premiers jeux que j'ai découverts. C'est Star Fox 64. Donc, moi, voilà, Star Fox, ça a été une révélation pour moi, déjà sur Super Nintendo. Pas par le fait que ce soit un jeu en 3D. Bon, ça a joué forcément. Moi, j'ai toujours aimé les shoot'em up. Et j'aimais bien les shoot'em up en vue de derrière, de dos, quoi, où c'était un peu rail, mais parfois à des moments où tu étais libre. Je trouvais que c'était très innovant et par la suite, j'ai beaucoup aimé, par exemple, la série des Ace Combat, tu vois, qui a été un petit peu la quintessence de ce genre de shoot'em up là. Et donc, moi, l'univers de Star Fox me parlait beaucoup parce qu'il est très inspiré de Star Wars. Et j'étais un grand fan de Star Wars. D'ailleurs, il y a un jeu peut-être qu'on a oublié de citer sur N64, c'est Shadow of the Empire. Ouais. On en parle rapidement. Mais une grosse saga Star Wars sur N64. Hein. Ouais. Et puis il y a eu aussi, c'est vrai qu'il y a eu aussi le premier. Pour moi, le Star Wars Master, pour moi, c'est une tuerie. Ah, c'est une tuerie. Et donc voilà, Star Fox. Alors univers incroyable, un peu BD, etc. Moi, l'histoire, elle m'avait beaucoup plu dans la version Nintendo, Super Nintendo. Et là, donc c'était la suite des aventures. Donc l'intrigue qu'il y a autour de Fox, c'est l'histoire avec son père qui a disparu, que tout le monde croit mort en fait. Et en fait, il se passe un truc, bon, je spoil un peu, mais à la fin du premier Star Fox, tu le vois, son père te sauve, en fait. Il te sauve à un moment donné dans le dernier monde. Et là, ce qui était ouf dans cette version, c'est tous les secrets et toutes les routes différentes que tu pouvais prendre. Et en fait, il y avait vraiment des trucs super précis qu'il fallait faire. Tu vois, là, on voyait les arches juste avant, au-dessus de l'eau. Il fallait passer en dessous toutes les arches pour pouvoir aller à droite ou à gauche, prendre la route de droite ou la route de gauche. Tu avais la difficulté qui changeait, mais surtout, si tu comptais vraiment voir le jeu à 100% et voir tous les mondes, il fallait emprunter toutes les routes, chacune leur tour. Donc, du coup, tu faisais des runs, et je trouvais ça super agréable. Ah ouais. Et un des stages qui m'avait traumatisé dans le jeu, tu sais, c'était quelques temps après la sortie de Independence Day. Et tu sais, il y a une scène dans Independence Day où tu as la grande secoupe volante comme ça. Et puis il y a le rayon qui arrive. Et ils ont fait un stage exactement pareil, où tu as la grande secoupe, et en fait, il faut vite que tu fasses les objectifs, sinon la secoupe fait comme dans Independence Day, elle envoie un laser et elle détruit tout. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'était le nombre de vaisseaux à l'écran, mais c'était n'importe quoi. Pour l'époque, c'était du jamais vu. Ouais. Et voilà pourquoi ce jeu m'a beaucoup marqué. Et puis, ce qui était cool, encore une fois, c'est que c'était des vraies voix digitalisées. Parce que dans les premiers jeux Super Nintendo, et je pense que c'est une exclusivité japonaise, sur la version japonaise, ils parlent réellement japonais. Alors que dans Super Nintendo, c'était du yaourt, ils faisaient blablabla. Et je crois qu'en Europe, ils ont fait aussi du yaourt pour la version Nintendo 64. Pour baisser les coûts de la cartouche, ils ne parlent pas. Tu n'entends pas leur voix. C'est possible, c'est possible. Ouais. Et je sais en japonais, tu as les voix japonaises qu'on kiffe. Genre, quand il meurt, il fait Fox! C'est avec les voix japonaises, tu vois. Les voix japonaises. Donc, c'était ouf. Et pour moi, voilà, c'est vraiment un jeu
j'ai beaucoup aimé. Alors, ce jeu, alors il faut le préciser. Alors, ce jeu, il existe dans un gros pack en France. Ouais. C'est ça, Qui hein, est très recherché maintenant. qui peut-être est très recherché. Il existe aussi en player choice, justement. Ouais. Et il existe en pack. Et dans le pack, c'est quoi? C'est le pack de vibration? Ouais, il y a le jeu avec le vibration pack. Ouais. Vibration pack. Et la notice fait la taille du pack, en fait, elle est énorme. En fait, la notice est énorme, mais par contre, du coup, tu as une grosse cale qui doit caler le. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Et on l'a pas précisé, mais effectivement, un peu comme sur Saturn, certains jeux bénéficiaient d'une cartouche pour booster un peu la mémoire. Et sur N64, on a le RAM pack. pour certains jeux, il était nécessaire, indispensable. Pour d'autres, pour la plupart, évidemment, c'était pas le cas. Alors moi, ce Star Fox, je l'ai connu très tardivement, on l'a pas acheté à l'époque. Je l'ai eu plus tard en tant que collectionneur et du coup j'y ai très peu joué. Mais tu m'as donné envie de le tester, Bitcam. Ah, c'est une tuerie. Après, essaye de te retourner peut-être sur la version 3DS. Il y a eu un remake qui a été fait. Donc Star Force 64 Je l'ai. 3D. Qui est graphiquement plus soigné puisque la 3DS est un peu plus puissante. Mais il y a un grain dans cette version, notamment au niveau des textures, que je trouve unique, ça n'a pas été reproduit après. Ouais. Non, il est propre. Il est moins flou que d'autres jeux 64, je sais pas ce que vous en pensez. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il est même quasiment pas flou dans la plupart des niveaux. Il y a pas, par exemple, les niveaux de l'espace, t'as pas de flou. Là, 25 ans après, moi je trouve sachant que beaucoup de jeux N64 n'ont pas très bien vieilli, je trouve que là ça passe. Hein. Ça passe. Juste un truc au niveau des trouvailles de gameplay dans celui-là, il y avait le lock qui n'existait pas dans Star Fox à la base. Donc en fait, tu as le bouton de tir où tu tires ton tir simple. Tu restes appuyé, tu peux locker les ennemis et lâcher une boule. Et cette boule va faire une explosion et l'explosion peut toucher d'autres ennemis aux alentours. Donc le gameplay va beaucoup reposer sur cette mécanique. Il faudra bien doser ton tir chargé. Et après, comme dans le premier, tu peux avoir des bonus qui permettent d'améliorer ton tir et d'avoir 2 tirs après. Voilà. D'accord. Alors, moi je pourrais enchaîner, parce que tout à l'heure, Arnaud nous a parlé de Doom. Parce que quand même sur N64, il y a quand même une bonne saga de jeux type FPS. Il y en a plein. Il y en a plein qui sont sortis, mais il y a eu un précurseur pour moi. C'était le Turok. Turok premier du nom. Ce Turok un peu façon indien, c'est un mélange entre un côté un peu préhistorique et un côté aussi. Plutôt Doom, plutôt FPS. Ouais, non, c'est FPS, bien sûr. Alors. Il y a eu mieux par la suite, largement mieux. Je pense à Turok 2, je pense à Perfect Dark, clairement. Il n'y a aucun doute sur ça. Par contre, lui, c'était l'entrée en matière, en fait. Donc, c'est celui qui nous a marqué avec nos frangins parce qu'on l'attendait. Ils en parlaient bien à l'avance dans les magazines, parce qu'il faut savoir que la N64, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle a été repoussée. Le projet, c'est un projet à long terme. Et du coup, ils ont fait une pub au fur et à mesure. Et nous, on attendait plein de jeux. Et lui en faisait partie. Je trouve que aujourd'hui, il a mal vieilli, clairement. Clairement mal vieilli. Après, il a mal vieilli, mais il était considéré comme une killer app de la N64. Hein. Bah oui, parce qu'à l'époque, le jeu qui faisait vendre des consoles, notamment aux États-Unis. Clairement. Mais à l'époque, on avait quoi? On avait des Doom sur SNES où c'était de la 2D plaquée. On avait des personnages en 2D et puis un décor en. Et là, pour une fois, on avait tout en 3D. En fait, moi, c'était le moment où j'ai vu vraiment cette différence. Et ouais, il faut souligner une chose, parce que moi, ce jeu-là aussi m'a beaucoup marqué, comme toi et tes frangins. Il a eu des super notes parce qu'en fait, il y avait très peu de FPS où tu avais comme ça une dimension aventure. Ouais. Où tu avais vraiment un scénario, C'était pas comme Doom où tu étais dans des salles et tu flinguais des monstres. Là, il y avait vraiment une histoire avec un background. Il décidait de retrouver le fameux. Il a eu des notes incroyables, ce jeu. Ah non, il a eu une sacrée note. Et je peux le comprendre parce qu'à l'époque, c'était vraiment innovant. Mais j'y rejouerai pas aujourd'hui. Je vais être franc. J'y rejouerai pas aujourd'hui. Quitte à y rejouer, je préférerais jouer à Turok 2. Il y a eu un remake il n'y a pas longtemps. Ah bon? Peut-être. Ah oui, sur Limited Run. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Sur PS4, du coup. Peut-être Switch. Non, Switch. Ils ont même fait des boîtes de 64 pour la version collector. Si, tout à fait. Ah, bah j'ai pas vu passer. Bon, c'était il y a un moment. C'était il y a un bon moment. Hein.
Il en existe 4 Turok sur 64. Il y a le Turok 1, le 2, Ouais, le 3. 3 qui s'appelle pas le 3, et un autre qui s'appelle Il y a le Rage Wars et le 3. Wars. Voilà, c'est ça. Et le Ouais. 3. Et il me semble qu'il y en a un qui n'a pas de mode solo. Je suis pas sûr du tout de ce que je vous dis. Enfin, moi, j'ai joué au 1 et au 2. Je possède les 4 en termes de collectionneur, mais je Ouais. vous avouerai que j'ai pas beaucoup joué aux 2 derniers. Ouais. Le 3 est assez recherché, je crois. D'accord. Le Moi, 2 j'en ai est aucun. exceptionnel, je dois le dire. Et il me semble que ça vient d'un comics Turok, que c'est pas un Oui, truc qui a été c'est un créé. comics américain, oui. Oui. Ouais. Bah en France, enfin moi quand quelqu'un me parle de Turok, c'est le jeu qu'il a connu quoi. Je connais Ah, sur personne. N64, ouais. C'était Ouais, qui clairement. connaît le comics, ouais, qui le connaît via le comics. Après, oui, effectivement, en termes de FPS, par la suite, voilà, il y en a eu d'autres, vraiment. Je cite Perfect Dark, mais je peux en citer plein d'autres, mais Perfect Dark, c'était quand même. Et puis, un autre, alors je sais pas si on en parle tout de suite, un autre qui a marqué l'histoire complète de la N64, Guigui. Carrément. Ouais, bah, du coup, normalement, ça aurait été à Arnaud de parler. Ça, ouais, mais là, comme c'est la transition, je pense que ça s'y prête bien. Ouais, tu veux parler, ouais. Pour moi, ouais, effectivement, qui est le jeu qui m'a fait vraiment aimer le genre, je pense que pour beaucoup de monde, c'est Ouais. GoldenEye 64. Ouais. Alors, moi, je me souviendrai toujours, j'étais au lycée. Donc, j'étais au lycée en électrotechnique à ma première année. Et donc, j'ai fait la connaissance de nouvelles personnes, parce que le lycée, il n'était pas dans mon secteur à la base. Et donc, je me suis retrouvé avec plein de gens que je connaissais pas d'avant. C'est-à-dire, ils n'étaient pas avec moi au collège. Et un pote à moi, donc, qui s'appelait Richard, il avait acheté le jeu donc en version PAL quand il était sorti, parce que moi, voilà, moi, ça me parlait absolument pas les FPS, tu vois, mis à part Turok, mais Turok, il avait un univers un peu particulier. Et il me dit, ouais, James Bond, il est exceptionnel, faut que tu joues à James Bond, faut que tu joues à James Bond. Donc, il nous invite chez lui, il venait d'avoir le jeu, ça faisait une semaine, quelque chose comme ça. Et donc, on y va avec mon meilleur pote Fabrice, 2 autres potes à moi, et on va chez lui jouer. Mais je peux te dire qu'on a pris une claque, mais une claque. Mais je m'en souviendrai toute ma vie. Ça fait partie des grosses claques que je me suis mangé. Et je me suis pris au jeu et à aimer vraiment un FPS. Et puis, le côté histoire, tu vois. Oui, c'est ça. Moi, j'aimais beaucoup GoldenEye. Il faut savoir que le film, je l'ai vu au cinéma quand j'étais petit, avec mon petit frère et mon cousin. Je me rappelle, on était allés tout seul au cinéma le voir. Et donc, ça reprenait la trame un peu du film. Mais surtout, tu avais ce côté infiltration dans un FPS. Ouais, Moi, j'avais jamais vu espionnage, ça. c'est clair. J'avais jamais vu ça. Et puis, de la manière dont le jeu était géré, même si les contrôles aujourd'hui peuvent paraître aberrants, mais pour une console, c'était hyper bien adapté, c'était super instinctif. Et d'abord, on a joué au mode solo parce qu'il avait que 2 manettes. Mais je peux te dire que quand on a testé le mode multi, mais c'était terminé. C'était Ah oui. terminé. Et Ah, c'est après, vrai avec mes potes, je l'ai fait découvrir à des potes à moi qui étaient ultra puristes des jeux de versus et des jeux japonais, que ce genre de jeu-là ne leur parlait absolument pas. Mais dès qu'on a joué en multi, c'est simple. Tous les week-ends, on faisait des soirées. Tous les week-ends. Déjà, il y avait le système. Dans le jeu, tu avais des remote mines. Donc, tu jetais des mines que tu faisais exploser avec Ouais. tes. Donc, quand tu jouais à 4, tu avais les 4 écrans. Donc, ça, c'était juste exceptionnel. Justement, alors on y vient. Juste un petit mot. Je t'interromps juste 30 Ouais. secondes. La N64, elle avait quand même un gros avantage, c'est qu'elle Ouais. avait un port 4 manettes. Voilà. Et, Ça, c'était ouf. et donc, on jouait à GoldenEye. Et ce qui était incroyable, quand on jouait, tu avais des gilets pare-balles pour remonter ta barre d'armure. Et nous, on était tellement fous qu'on truffait de mines. Et la texture buguait, donc tu voyais parfois pas les mines dans le gilet. Donc toi, tu venais pour prendre ton gilet, l'autre, il regardait ton écran. Parce que ce qu'on faisait, comme tout le monde voyait l'écran de tout le monde, du coup, on pouvait plus ou moins voir où on était. Bah, nous, on se calait contre un mur pour pas qu'on voit où est-ce qu'on était. Et du coup, bam, dès que tu arrivais vers le gilet, t'appuyais, le mec, il explosait. On truffait, on mettait des pièges à tous les endroits. Mais le jeu, il était incroyable. Un des meilleurs jeux multi que j'ai fait dans ma vie. C'était celui-là. Non, mais t'as raison. Je pense qu'il nous a tous marqués, tous possesseurs d'N64. Et d'ailleurs, je me suis posé la question pourquoi par la suite on n'a pas eu de réédition sur PS3, PS4, à moins qu'il y en ait une. Les droits, c'était rare, hein. Il faut le souligner quand même. Il y a de gros problèmes de droits sur ce jeu. Sur Xbox, peut-être, ouais. Entre Nintendo, Activision et Rareware. Par contre, il y a un remake qui a été fait et qui a été fait à 100%. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Oui. Sur 360. Et il est sorti, je crois, il y a un mois. Enfin, il a leaké il y a un mois. Ouais. Ah non, ça j'ai pas entendu. Si. Et du coup, en fait, ils ont. Et c'est pas un remake comme le remake de Banjo-Kazooie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment tout refait. Ils n'ont pas augmenté que la résolution, quoi. Ils ont refait tous les modèles 3D. D'accord. Il est refait avec.
les graphismes de jeux Xbox 360, alors de début de vie, Énorme. mais ouais, il est complet, le jeu. Et toi, Arnaud, qu'est-ce que tu as pensé de ce GoldenEye? Tu l'as connu à l'époque? Alors, moi, je ne l'ai pas connu à l'époque, alors, pas à l'époque, je ne l'ai pas connu en 97. Par contre, vers 2002, j'allais chez des amis de mes parents, et ils ne jouaient qu'à ça. Je ne sais même pas s'ils avaient d'autres jeux sur 64, ils jouaient qu'à ça. Donc, quand on y allait, moi, c'était une soirée, peut-être Bah oui, sur tout l'été, et je jouais, c'est là que j'ai connu GoldenEye 64, mais ça devait être au tout début des années 2000, vers 2000, 2001, 2002. en multi, bah c'est ça l'avantage. En multi, tu pouvais t'arriver une heure. Ils étaient 30 plusieurs minutes. frères, ils étaient 3 ou 4 frères, et donc du coup, ils jouaient qu'à ça. Nous, on Voilà. l'avait carrément. Alors, je l'ai encore. Hein. J'ai la version d'époque. Moi. On l'avait acheté en US et j'ai encore cet exemplaire. Et j'aurais pu le sortir, hein, vous savez, dans mes cartons, quoi. Mais j'ai encore cet exemplaire US. Et je me demande si j'ai la version PAL en fait, parce que j'ai toujours regardé celle-ci. Et clairement, hein, je pense que mes frères vont regarder la vidéo, ils vont se dire, mais oui, si on pense à un jeu s'ils devaient me citer un jeu sur N64, je pense qu'ils citeraient celui-ci. Ah Et pour beaucoup, je pense que là, la communauté qui nous regarde, j'ose imaginer qu'il y a bien 80%, 90% qui nous disent GoldenEye, ils attendaient GoldenEye, forcément. Même Ça, pour te dire, quand j'ai des invités, bon, ça arrive pas tous les 4 matins, mais qui sont pas dans l'univers du gaming et qu'on a un petit peu de temps, qui sont pas dans le rétro gaming, et je leur dis, ouais, tu veux jouer à un vieux jeu que tu as pu connaître à l'époque et tout, c'est très souvent qu'on me demande GoldenEye 64. Comme maintenant, j'ai les manettes, j'ai tout ça, et donc du coup, on se fait des ouais. parties. Et du coup, bon, moi, je l'ai pas eu à l'époque, mais les contrôles me dérangent pas trop. Par contre, tous les autres qui me demandent de jouer à GoldenEye 64, ils n'arrivent pas à jouer. Tous ceux qui ont connu après les jeux avec 2 sticks, ils n'y arrivent pas. C'est compliqué au début. Hein. Et même après les années, hein. C'est-à-dire que des fois, quand tu laisses passer 15 ans, c'est quand même dur de s'y remettre. C'est-à-dire qu'on on a fait de progrès, entre guillemets, avec les nouvelles manettes pour ce type de jeu, surtout sur la génération 3.6, enfin même la première Xbox, quoi. Donc, Halo a tellement démocratisé un type de contrôle pour les FPS, comme Mario 64 l'a fait pour la plateforme d'ailleurs. Hein. Qu'aujourd'hui, c'est assez difficile, ouais. Si on n'a pas. La 3D, c'est difficile avec ça vieillit mal, je pense. Les premiers. Les premiers jeux 3D, clairement. Ouais. Mais par contre, tu vois, ce GoldenEye, quelqu'un qui est nostalgique, qui se dit, par exemple, il regarde notre vidéo, il se dit, moi, je suis pas collectionneur. Par contre, j'ai passé tellement de bons moments sur ça que j'aimerais me le rechoper, choper une petite console et puis me le choper. Ça vaut rien. Ouais, c'est vrai. En loose, ça vaut rien. En loose, ça va être 10 balles. Et sauf le blister qui vaut 60 000 euros. C'est vrai. Ah oui, il y avait une histoire sur ça aux enchères. Ouais, c'est ça. C'était pas parti du coup. Ouais. Je sais pas si c'était. Il est pas parti. Parce que pourquoi? En fait, en gros, tellement qu'il était bon le jeu, les gens ils l'ont tous déblisté. Et du coup, il en reste trop peu en blisté, ça doit être ça. Je pense que les blisters, il n'y a pas de règle. Je pense que c'est un peu ce que tu dis. Ouais, il n'y a pas de règle. Ça se trouve, les jeux, ils se sont tous vendus, donc il n'y a pas eu de dead stock après. Et je sais pas. C'est compliqué. Bon, on va cette fois te redonner la parole, Arnaud. Hein. Désolé, il fallait qu'on passe par cette phase. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, GoldenEye, il a été développé par Rareware. Et Rareware a développé énormément de jeux sur Nintendo 64. Notamment un qui, moi, c'est un peu fort de dire ça, mais qui a changé ma vie. Vous pouvez le voir derrière moi. C'est le Banjo-Kazooie. Et le Banjo-Kazooie, il a été teasé. Parce que même à l'époque, je m'en souviens. Je me souviens que j'avais, alors putain, j'aurais dû la sortir, j'ai été bête. J'avais une cassette du magazine X64 dans lequel il y avait des images en vidéo. Et ben la cassette, je l'ai rembobinée, remise passage. Il y avait déjà des magazines. Ça commençait à la fin à avoir des images qui sautent, non? À force de la regarder. Ouais, elle était, rayée. Je sais pas si ça se dit pour les cassettes, mais des fois c'est quand t'as trop rembobiné. C'est la bobine qui était usée. Ouais, c'est ça. Donc du coup j'en ai récupéré une depuis de cassette. Bon, j'ai pas testé si elle marchait ou pas parce que j'ai plus de magnéto. Et donc du coup là gros souvenir. Donc le jeu, moi je savais pas quand est-ce qu'il sortait. Et de mémoire il est sorti à l'été 98. Donc moi j'avais eu ma 64 en décembre à Noël 97. Et donc du coup 6-7 mois plus tard, j'avais vu la vidéo, j'ai acheté les magazines et je vois à la Fnac à Toulouse ce jeu-là. Banjo-Kazooie. Je l'achète, je le ramène à la maison, je le débliste. Et là, ça a été la révélation. Quand tu dis ce jeu-là, est-ce que c'est cet exemplaire-là? Non, c'est pas le mien d'époque. C'est pas le mien d'époque.
J'ai eu plusieurs 64. Comme j'étais le seul de mes potes qui avait une 64, je l'ai vendu pour acheter une Play. Et après, j'ai gagné une Play dans un loto, le truc totalement improbable. Et du coup, j'ai revendu cette Play qui était neuve et un magasin me l'a racheté quasiment au prix auquel ils la vendaient eux, en neuf. Ce qui m'a permis de racheter une 64 qui avait très très vite baissé de prix en occasion. Elles étaient à 300 francs, les 64 d'occasion. Et j'ai pu racheter des jeux. Et c'est là que j'ai connu le Smash Bros, mais on en parlera plus tard. Et donc, du coup, Banjo, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Donc, la première chose qui m'a marqué, contrairement à un Mario 64, car il en emprunte la structure, en fait, avec un hub central, des niveaux un petit peu plus étendus que sur un Mario 64, dans lequel il y a différents objectifs, différentes plays collectibles à ramasser, donc des pièces de puzzle en lieu et place des étoiles de Mario 64. Et là, la première chose qui m'a marqué, c'est que quand on attrape une pièce de puzzle, on ne sort pas du niveau, contrairement à Mario 64. Ouais. Donc là, gros coup fort, c'est-à-dire qu'en fait, dans Mario 64, là où il y a certaines étoiles qui ne sont pas accessibles si tu ne les as pas sélectionnées, dans Banjo, ce n'est pas le cas. Par contre, il y a éventuellement des puzzles, des pièces de puzzle que tu ne peux pas attraper parce qu'il te manque un mouvement. Et ça m'amène à un deuxième point, un jeu. Alors, il y a toujours eu des fois des petits mouvements cachés, c'est dans Mega Man X, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais un jeu, pour moi, qui m'avait marqué, donc qui n'a rien à voir avec la 64, qui faisait ça, avec des mouvements qui obligent la progression et à revenir revisiter les niveaux avec de nouveaux mouvements. Il y avait Rayman sur Play 1, ou Jaguar, ou Saturn, où on apprenait des mouvements. Et bien là, c'est pareil, en fait. Un côté les Castlevania façon RPG. Voilà, ouais. Évidemment, c'est emprunté à Metroid. Voilà. C'est même, je dirais Rayman, mais c'est complètement emprunté à Metroid. Et du coup, on apprend des mouvements. Donc, dans Banjo-Kazooie, on apprend entre 3 pour les premiers niveaux et jusqu'à 1 pour les avant. Il n'y a que dans les 2 derniers niveaux du jeu qu'on apprend plus de mouvements, il me semble. Et donc, du coup, ça met vraiment. C'est vraiment pas rapide pour avoir toute la panoplie de mouvements. C'est vraiment progressif tout au long du jeu. Donc, certains mouvements sont plus utiles que d'autres. Il y a des coups pour faire plus mal. Il y a des mouvements qui ne se déclenchent qu'avec, par exemple, un socle qu'il faut pour voler, ouais. pour voler ou pour faire un super saut, etc. Et voilà. Et moi, Banjo, c'est vraiment une série qui jusqu'au jour d'aujourd'hui me tient vraiment à cœur et je suis vraiment mon cœur de collection en dehors des jeux auxquels je vais jouer. Ça va vraiment être tout ce qui est lié à l'univers de Banjo-Kazooie. Donc derrière, vous le voyez, il y a un poster qui est un poster promotionnel de magasin. C'est pas un poster de magazine. Et j'ai vraiment beaucoup d'objets liés à l'univers de Banjo-Kazooie. Ouais. Moi, je suis allé chez lui, donc j'ai vu les PLV, j'ai vu plein de choses. Voilà. Alors, est-ce que je sais pas, est-ce que de temps en temps, tu essaies de le refinir le jeu ou Oui, alors. Oui, je le finis, je pense, une fois tous les 2-3 ans. C'est rigolo parce que paradoxalement, je pense que je finis plus souvent Mario 64. Ah ouais, ouais, je pense qu'une fois par an, Mario 64, ça me fait envie et je le finis. Donc, moi, pour vous dire, Banjo, à quel point ça me tient à cœur, par exemple, le mois dernier, j'ai encore reçu des objets Banjo. Bon, il y a l'Amiibo qui est sorti il y a une semaine, là, que je l'ai pris. Mais, par exemple, là, il y a 2-3 semaines, j'ai reçu ça. Donc ça, c'est une BO sortie en Allemagne, et uniquement en Allemagne, du jeu. C'est-à-dire que tu te renseignes, tu vas sur les sites, etc. pour avoir un peu idée. Là où sur Zelda, il y a énormément de collectionneurs et il y a énormément d'objets, sur Banjo, c'est beaucoup plus restreint. Ah oui, j'imagine. Un truc après lequel j'ai couru pendant des années, alors ça vaut rien du tout, c'est une bande dessinée. Donc pour vous dire, ils avaient vraiment développé l'univers de Banjo. Je ne suis pas au courant du tout. Alors c'est une bande dessinée, mais c'est sorti avec le club Nintendo en Allemagne. Donc, je ne sais pas si on le voit, mais c'est en allemand, voilà. Non, c'est vraiment, je pense, un jeu qu'ils ont utilisé pour promouvoir vraiment comme le nouveau Mario 64. En Angleterre, donc vous voyez, aux États-Unis, on a eu des trucs comme ça. Donc ça, c'est une boîte à goûter lenticulaire. On peut peut-être te remettre en plus grande taille, Biggie. Ah ouais. Qu'on voit un peu plus facilement. Donc une boîte à goûter avec une image, alors ça se verra peut-être pas à la caméra, mais c'est je kiffe ce genre d'objet. Lenticulaire. Ils font ça pour la Reine des Neiges, etc. Ils l'ont fait pour Banjo, c'est marrant. C'est un effet un peu 3D. Faut savoir qu'en Angleterre, le Banjo, il a aussi été distribué en pack avec la console. Donc je vous l'ai sorti aussi pour vous le montrer. Ouais. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu ça en France, mais c'est vraiment dommage. Je le trouve magnifique celui-ci. Ça, j'ai eu un mal à le trouver. Ça a été là pour le coup, je l'ai vraiment. Il est dur à trouver.
ça m'a pris, je pense, 2-3 ans à le taper toutes les semaines sur le eBay co.uk jusqu'à ce qu'il Et en sorte. au verso, il montre quoi au verso? Au verso, c'est pareil que sur Standard, tous les jeux, d'accord. les packs. Il me semble que c'est pareil que sur les packs qui sont de couleur. Ouais, C'est c'est ça. les transparents, etc. C'est ça. Voilà. Et si je dois montrer un dernier objet banjo, c'est un objet qui m'a vraiment marqué à l'époque quand j'étais petit. C'est un guide, en fait, qui est le guide de 64 players. Excellent. Et ce guide, je le trouve extraordinaire parce qu'en fait, il n'y a rien d'officiel Nintendo. On voit que niveau marketing, les mecs, c'était pas très bon. Ils te mettaient la pub pour banjo dans un guide. Donc, si tu achètes le guide, normalement, c'est que tu as déjà le jeu, mais bon. Voilà. Tous les plans des niveaux étaient redessinés, en fait, par l'illustrateur de chez Player One. Ah, excellent. Et il y a un niveau, alors c'est le niveau qui m'a le plus marqué dans Banjo, c'est le dernier, en fait. C'est le niveau, il s'appelle Click Clock Wood. Le bois clic-clac en français. Et le bois clic-clac, c'est un niveau qu'on va revisiter de 4 manières. Au printemps, en été, en automne et en hiver. Donc en fait, c'est 4 niveaux en un. D'accord, c'est ouf. Et donc ça, vous voyez, c'est les plans du bois clic-clac, mais au printemps. Et pour faire le plan pour toutes les saisons et économiser des pages, voici ce qu'ils ont fait, les petits filous Ils ont mis des ils ont mis des calques, en fait, des calques comme ça à superposer. Ouais. Excellent. Et ça, c'est des guides et des magazines. Je trouve que c'est un des plus beaux magazines. Ah bah oui, ça ajoute clairement du charme, tout ça. Que j'ai pu avoir, quoi. Puis même la couverture est magnifique. Ah non, il existe en petit format, bon, sans les calques. Vous avez Player One, ils offraient des fois avec le magazine des guides à petit format, un petit peu en plus, oui, c'est vrai. Un petit peu comme les livres Dragon Ball là qu'il y avait chez le marchand de journaux. J'ai celui de Mario Sunshine, je crois. D'accord. Il me semble. J'ai Mario All Star et puis le banjo justement. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment extraordinaire. C'est un jeu sur lequel je découvre encore des choses aujourd'hui. Pour vous dire à quel point il a poussé. Non, Mario All Star. Oui. Je voulais dire Mario All Star, j'ai dit Mario Sunshine. Pardon. C'est pour dire à quel point ce jeu il a poussé ce qu'on disait tout à l'heure dans Mario, les petits secrets ici et là. Bon, il y a un gros secret, un truc qui a fait couler énormément d'encre. Je ne sais pas si c'est le moment de le développer ou d'en parler. C'est ce qu'on appelait le stop and swap. Non, vas-y. Moi, j'en ai pas du tout entendu parler à l'époque. J'en ai entendu parler avec Internet, justement, à partir de 2006-2007, par là. En fait, la 64, mais seulement les premiers modèles. Alors, je crois que visiblement, elle ne vidait pas sa mémoire RAM quand on éteignait la 64 pendant, il me semble, 20 secondes. Ce qui est quand même assez élevé. Et donc, du coup, quand ils ont sorti le Banjo Tooie, ils se sont dit qu'ils allaient faire comme ça, où on arrache la cartouche et on met l'autre alors que c'est allumé, ou on éteint et on rallume. Et du coup, en fait, bon, au niveau de Nintendo, c'est pas passé parce que d'une part, c'est bourrin. C'est bourrin, d'une part, il y a des risques d'abîmer le matériel, mais d'autre part aussi, le temps nécessaire pour faire ça a été réduit sur les modèles suivants de 64, voilà, tout à fait. Et donc, du coup, ça n'a jamais été fait. Et donc, du coup, à la fin de Banjo-Kazooie, on voyait qu'on pouvait attraper des œufs dans les niveaux qui allaient développer des trucs dans Banjo-Tooie. Dans Banjo-Tooie, donc qui est la suite, il y a des œufs à récolter, mais qui ont a priori rien à voir avec Banjo-Kazooie. Ils te disent que y a ça. Pareil, si vous allez dans le niveau de la glace, donc il y a un niveau de la neige avec un bonhomme de neige qui a une écharpe, etc. Et vous allez dans l'igloo, il y a une famille d'ours qui habite dans un igloo. C'est pas dans l'igloo de l'ours, il y a aussi un morse qui habite dans une cave. Vous allez dans la maison du morse, et il y a une petite fenêtre à l'intérieur de la maison qui donne sur une pièce intérieure de la maison dans laquelle on ne peut pas aller, et dans laquelle il y a une clé de glace qui tourne sur elle-même. Bon, on peut pas l'attraper, la clé de glace dans Banjo. Du coup, ça, c'était fait, tu penses, à la base pour pouvoir faire cette transition. Ouais, je pense que c'est ça. Surtout qu'il me semble que le Banjo Tooie devait sortir sur le 64 DD. Donc, il y avait aussi. Alors, il y a plein de rumeurs, vous voyez, sur Stop and Swap, comme quoi on pouvait peut-être avoir la cartouche et la cartouche de Banjo Tooie grâce au 64 DD, comme quoi il fallait échanger les cartouches alors que c'était allumé, comme quoi, en fait, quand on éteignait la console, gardait des informations en RAM pendant 20 secondes. Il y a plein de rumeurs sur Banjo. Moi, je dis, on n'a jamais le fin fond, la vérité autour de ça, mais par contre, ça rajoute un petit charme. Ouais, ils l'ont fait dans la version 3.6. Dans la version 3.6, ils l'ont mis en place, le Stop and Swap. Sauf qu'en fait, le Stop and Swap, c'est quoi? Ça développe des pièces de véhicules pour le Banjo 3 qu'ils avaient sorti, enfin le Banjo Nuts and Bolts. Donc du coup, c'est certain que c'était pas ça qu'ils avaient prévu à l'époque, même si après, ça a été sympa de l'implémenter. Ouais. Donc voilà, il y a ça. Enfin, franchement, c'est un jeu. Il t'a marqué, on le ressent bien là. Ah bah c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bah, là récemment, il y a 2 mois, j'ai découvert que justement dans le niveau où il y a 4 saisons, il y a un castor qui est là.
Et en fait, il y a un bug si on fait une attaque rodéo, donc la même attaque rodéo que Mario. Il y a beaucoup du panel de mouvement qui a été piqué de Mario dans Banjo. Si on lui fait pile dessus, pile sur son museau, il oublie qu'il y a de l'eau et on peut marcher au fond de l'eau. Ah, c'est Et excellent. c'est assez rigolo. Et en fait, en gros, si on fait ça au niveau de l'automne et le mec il est bloqué, faut ouvrir sa maison et que tu ouvres sa maison. Quand tu vas dans sa maison, il est dedans. Et quand tu vas à l'extérieur de la maison, il est dehors. C'est pour ça que ça s'appelle, vous pouvez le chercher sur YouTube si ça vous intéresse, ceux qui regardent la vidéo aussi. Vous tapez double, beaver, c'est castor en anglais, glitch. Double beaver glitch. D'accord. Glitch du double castor. Voilà, c'est rigolo. Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Pardon. Est-ce que tu as testé les versions GBA? Oui, alors j'ai le banjo pilote, non. Mais le banjo, la revanche de Grunty, ouais, il est Excellent. extraordinaire. Parce que c'est une petite anecdote sur ça, c'est marrant, c'est que mon fils il traînait dans ma chambre. Et puis il y a les jeux GBA qui sont partie des jeux qui sont derrière moi quand je tourne mes vidéos, je sais pas si vous voyez. Hein. Et ben en fait il s'amusait à les regarder, puis il est tombé sur lui et il m'a dit bah j'aimerais bien qu'on le teste. En plus avec le Game Boy Player GameCube c'est le top. Et moi je m'en souviens plus du tout parce que je l'ai acheté il y a très longtemps, j'y ai joué un peu mais je m'en souviens vraiment pas du tout. Si tu me dis qu'il est classe, bah ça me motive à essayer de le faire avec lui. C'est le jeu, c'est une GBA, donc il aurait pu tourner sur Super NES et ils ont adapté tout un gameplay de recherche de trucs en 3D. Ils ont adapté tout un gameplay 3D en 2D. Donc vraiment, D'accord, bah nickel. ouais, je te le conseille, vraiment. T'as passé de bon moment dessus, donc nickel, impeccable. Après, je pensais à une version que j'ai pas, mais la version 360. Ouais, bah moi je l'ai eu gratuitement quand on précommandait le Banjo 3.6 à l'époque. Il filait une petite carte pour le télécharger. D'accord. Et elle est vraiment bien. Allez, vraiment bien. C'est pas un émulateur, hein, ils l'ont vraiment reprogrammé. C'est pas un HD, c'est pas simplement la résolution qu'ils ont. Si. Non. On va dire en fait, ça va pas aliaser, ça va. Mais du coup, il n'y a D'accord. plus de flou, il n'y a plus les problèmes inhérents à la Nintendo 64 en fait. Donc du coup, Ok. c'est vraiment une version qui vaut le coup. Et surtout pour le numéro 2, parce que le numéro 2, bon, on n'en parlera pas là. Moi, il m'a moins marqué. À l'époque, je ne l'ai pas trouvé. Je savais qu'il existait, mais je ne l'ai pas trouvé en magasin. Donc, je l'ai eu que plus tard avec le rétro gaming. Et le numéro 2, en fait, il est vraiment beaucoup plus beau. Mais en contrepartie, il rame. Enfin, déjà, le framerate des jeux Nintendo 64 n'est pas forcément toujours élevé. On en reparlera après, il me semble, avec F0. Mais Après il vaut plus cher aujourd'hui le 2. Enfin, je dis le 2, mais c'est le Toei. Il vaut plus cher. Alors que effectivement, il a moins marqué les esprits. Mais je pense que c'est dû à ça, c'est-à-dire qu'il a été forcément moins édité. À l'époque, je l'ai pas trouvé en magasin. Je le cherchais, je l'avais vu sur Game One. Marcus, il l'avait testé sur Game One en level 1 et je l'ai pas trouvé. Et pour te dire, même à l'époque, c'était pas comme maintenant parce que maintenant il y a quand même un côté à l'enfance qui fait que je m'attache fortement à cette licence. Mais à l'époque, je le cherchais, je l'ai pas trouvé. Et ce jeu, il est très beau, mais il rame. Et par contre, sur 3.6, il rame pas du tout. Donc c'est vraiment un jeu, ça vaut le coup de le faire sur 3.6. Voilà. Ok. Nickel, impeccable. Écoutez les amis, ce que je vous propose, la transition elle est belle parce que tu as parlé du Smash Bros. J'aimerais bien en parler un petit peu parce que moi j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Hein. J'en avais fait une vidéo présentation pour entre guillemets les jeunes qui jouent beaucoup Smash Bros sur les consoles nouvelle génération. Bah, je voulais montrer qu'il y avait un premier opus et beaucoup n'avaient pas connaissance de cet opus qui moi m'avait marqué parce que c'était la première fois qu'on mélangeait dans un versus fighting, qu'on mélangeait les personnages de l'univers Nintendo. Après, ce Smash, évidemment, c'est pas du tout le Smash représentatif de tout ce qu'on peut voir. Hein. Je pense que c'est la version GameCube qui est peut-être la plus encore jouée d'ailleurs. Encore aujourd'hui. Oui. Il y a même des tournois encore aujourd'hui hein, du Smash Melee. Donc ce Smash, il m'a marqué. Maintenant, il a un peu mal vieilli. J'en avais parlé dans ma vidéo. Mais voilà, là on peut voir on a pu voir quelques images. C'était assez succinct, mais je vais le remettre. Voilà. Si aujourd'hui je devais conseiller un versus dans cet univers Nintendo, ce serait certainement pas lui, ça c'est clair. Par contre, si on remonte le temps, on l'attendait tellement ce jeu-là, parce qu'au début c'était pas forcément initialement, le projet n'était pas fait pour des personnages Nintendo. Ça a été changé par la suite le projet encore une fois pour faire intervenir les personnages Nintendo. Donc on voit Pikachu, on en voit d'autres. Bon, nous à cette époque-là, en 90, il est sorti en 98, je crois. On avait les coffres, on avait tout ça, donc on l'a eu, on l'a joué un petit peu et on l'a laissé de côté. En fait. Il nous a marqué, si tu veux, parce qu'on l'attendait tellement. Et une fois qu'on l'a eu, il y avait tellement à côté de concurrence que malheureusement,
Voilà. Je sais pas si ça vous a fait pareil. Mais sur 64, il n'y a pas tant de concurrence que ça. Non, sur 64, il y a pas. Alors, il y en a un dont on va parler peut-être après, mais non, il n'y a pas tant de concurrence que ça, effectivement. C'est ça. Biggie, toi, t'en as pensé quoi? Ouais, bah, moi, c'est dommage parce que c'est vrai qu'on est resté longtemps sur Banjo, mais je voulais dire, voilà, moi aussi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais pour le Smash, moi, je suis passé totalement à côté. Je l'ai vu en japonais quand, dans la boutique d'import où j'allais, il y avait une grosse boîte d'ailleurs avec le jeu, je me souviens. Je sais pas pourquoi, ce qu'il y avait dedans, peut-être une manette ou il y avait peut-être un Il y a un pack avec une accessoire. C'est manette. comme le Mario Kart, je crois qu'il y avait un accessoire. Voilà, il y avait un Mario accessoire. Kart aussi, mais je sais plus c'était quoi. Mais le jeu, non, nous a pas du tout intéressé. Et comme tu le dis, justement, c'est un peu pareil pour nous. Nous, on était dans les vrais bails de jeux de combat. C'est ça. C'était pas fait pour nous. Donc, un truc mignonnet comme ça. Puis, à notre époque, c'était un peu la honte de jouer avec les Pokémon, ce genre de truc. Donc, nous, on jouait pas à ça. C'était pas un jeu de baston fait pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, je suis pas fan de cette série. De cette série complète, tu veux dire? Ouais, je trouve le gameplay trop simpliste et ça mélange trop de choses. C'est-à-dire, pour moi, un jeu de versus, c'est un jeu de versus. Et là, avec les éléments plateforme et tout, ça me plaît pas trop, en fait. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas uniquement ce côté un peu mignon, c'est aussi le côté mélange de genres entre C'est le gameplay qui me convient pas. J'ai jamais pour les accroché. sortir du ring, etc., avec des éléments du décor qui peuvent. C'est ça. J'ai jamais accroché sur ce match. Ok. Alors, les amis, je vous propose du coup d'enchaîner avec Biggie. Oui. Dans la liste, moi j'en ai en tête, mais Tu voudrais qu'on reste toujours dans le même thème? ouais, ça sera Allez. bien. Alors ça aussi, donc c'est Killer Instinct Gold sur Nintendo 64. Donc voilà, on parlait d'histoire de bail de jeux de baston. Pour moi, je pense que c'est le meilleur jeu de baston sur Nintendo 64. Alors moi, j'étais un très très grand fan du premier, que j'avais beaucoup joué en arcade. J'ai découvert celui-là aussi en arcade, le 2, dans une salle qu'on a découvert, une salle d'arcade un peu cachée dans ma ville. C'est un pote à moi qui a découvert cette salle. Il m'a appelé, il m'a dit ouais, il y a une nouvelle salle, elle est là, etc. On avait découvert à la même époque X-Men versus Street Fighter à cette époque-là, et il y avait celui-là. En arcade, et puis on a eu une conversion Saturn. C'est ça. Et il n'était pas présent dans la grande salle où on allait, il était que dans cette petite salle, le Killer Instinct 2. Il faut savoir que Killer Instinct, c'est un jeu qui est basé uniquement sur les combos, et notamment avec une mécanique qu'on appelle les auto-combos. Donc c'est des combos assez simples à réaliser. Il y a quand même des manipulations, mais c'est pas des combos aussi poussés que par exemple dans Street Fighter ou dans d'autres jeux de versus ou les KOF, etc. Et tu vas faire des séries de combos absolument incroyables. Tu vas monter à 30, 40 combos. Ça peut aller même plus loin avec les ultra combos que tu fais en finish. Et en fait, quand je l'avais vu en arcade, j'avais trouvé ça ouf parce qu'en fait, les décors, c'était des vidéos. Alors, il faut signaler, je pense que ça c'est intéressant, c'est qu'à la base, ils ont créé, donc ils savaient que ils allaient programmer sur N64. Voilà. Ils avaient comme idée de faire un Killer Instinct. Et ils ont créé la version arcade pour faire un peu la pub de cette version N64. C'est la vitrine technologique du processeur, donc qui s'appelait, du moins du système qui s'appelait le système Ultra 64. Ouais. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, donc c'est des stations Silicon Graphics. Mais c'est ce qu'on. Le projet à la base, il s'appelait Project Reality, puisque c'était mis sur les stations, c'était digitalisé sur des stations Silicon Graphics. Et les premiers jeux à avoir fait ça, c'était. Il y avait le jeu de voiture, je sais plus. Donkey Kong Country d'abord. Il y avait Donkey Kong Country sur Nintendo. Et ils ont repris le même système pour Killer Instinct, donc Rare, toujours Rare, hein, qui était un peu avant-gardiste sur ça. Et donc voilà, moi qui étais grand fan de Killer Instinct, il y avait un truc qui était dommage, c'est que dans celui-là, il n'y avait pas les Fatalities, comme dans le premier. Ouais. Tu avais les ultra combos, mais pas les Fatalities. Tu avais une barre de super qui te permettait de faire un super coup, un coup qui faisait plus de dégâts. Alors, moi, quand j'ai vu cette version, bon, j'ai été épaté, puisque la taille des sprites, c'était ouf, hein, on n'avait pas ça sur les autres consoles. Et par contre, j'ai été déçu parce que les décors, du coup, étaient en 3D et non plus en 2D FMV, parce que normalement, sur la version arcade, c'est même des décors en vidéo qui tournent. Ouais. Et en fait, ça a été Nintendo s'est retrouvé confronté au problème de la cartouche avec ce jeu. Là, ils ont eu un vrai problème, notamment aussi pour les musiques, parce que c'était des musiques chantées, c'était des vraies musiques de qualité. Franchement, elles sont classe. Elles sont classe, je dis pas le contraire. Mais par rapport à la version arcade, c'est différent. C'est encore différent, ouais. C'est différent.
ça reste une très très bonne conversion pour moi. Il y en a qui disent que c'est pas une conversion très très fidèle. Moi, je dis que si, quand même, malgré tout. Ils ont adapté comme ils ont pu. Du coup, ils ont fait les décors en 3D. Mais ça reste un excellent jeu de versus et qui m'avait mis une grosse claque. Et grâce à ce jeu, encore une fois, je le dis, hein, c'est grâce à ce jeu que j'ai gagné la Xbox One. Voilà. Ouais, t'as mis une torchée à. Bon, effectivement. Moi, ce jeu, je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps, en complet. Ouais, Je on a l'avais parlé il déjà n'y a eu. pas longtemps. Il y a vraiment pas longtemps, c'est clair, c'est clair. Et ben j'avais été clairement au moment où je tourne le jeu, les sprites, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Il n'y a pas de doute, tu vois, la taille des sprites, c'est ouf. Mais surtout l'ambiance sonore. On est tout de suite dedans. Et puis le kiff, tu joues, t'es tout de suite dedans. Non, c'est quand même une belle réussite. Franchement, c'est une belle réussite. Et moi, je l'appelais pas Killer Instinct Gold. C'est marrant, je disais toujours Killer Instinct 2. Parce que c'est le 2, mais il s'appelle Gold parce qu'il y a des personnages en plus, il me semble, et des stages en plus. Il y a plein de petits ajouts pour compenser Et les petits justement ajouts. le fait qu'il Par rapport à l'arcade, ouais. des choses. Voilà. D'accord. Et D'accord. niveau maniabilité, parce que moi je l'ai pas du tout eu à l'époque, donc C'est je l'ai ouf. pas C'est eu. ouf. Ça répond. La manette, il y a pas de souci en fait, ce que je veux dire. Tu joues avec le pad. Avec Et ça fait longtemps que t'as pas joué à ce jeu-là, du coup, Vicky. À la croix, c'est parfait. Pardon? Ah, il Ça joue à fait la longtemps croix. que t'as pas rejoué à ce jeu-là. Tu penses que si tu rejoues, t'auras encore quelques Ah réflexes. ouais, j'aurai mes réflexes. Je prends mon Jago ou mon Orchid, c'est parti. Hein. Non, c'est parti. Faut savoir coup, que je joue encore à Killer Instinct sur ma borne. Je joue ouais. sur la version Xbox One et PC là. Donc je connais Ouais, Killer Instinct, pas de souci. Et Arnaud, toi, tu le possèdes sur N64? Je le possède, ouais, mais je l'ai pas creusé, quoi. Je l'ai eu. En tant que collectionneur, plutôt. Voilà, c'est ça. Je l'ai eu. J'ai dû avoir l'occasion, et donc du coup, j'ai dû le prendre il y a quelques années déjà, quoi. Ça fait quelques années que je le possède. Alors, les amis, on n'a pas parlé jusqu'à présent de jeux de course, parce que du coup, la N64, on dit que c'est la console où il y a pas mal de FPS, il y a pas mal de jeux dans l'univers un peu Mario, Banjo, on va dire de l'action en 3D. Il y a aussi des jeux de course. Alors, il y a des jeux de course assez méconnus, hein. Top and Drive, plein d'autres, des jeux assez méconnus, mais voilà, où il y avait du fun tout de même. Et il y en a un, par contre, qui m'a marqué. Et là, je peux vous dire qu'il m'a marqué. C'est le F-Zero. Parce que j'ai eu la chance de posséder la version SNES sur laquelle j'ai passé des moments de ouf. Parce que cette version SNES, elle est vraiment top. Et au moment où ils ont annoncé la version N64, bah, j'en attendais beaucoup. Et j'ai pas été déçu. Ah, clairement. Franchement, là, le taf, il avait été réuni. D'un point de vue musique, ambiance, en fait. Nombre de personnages, le fait de pouvoir jouer à 4, etc. Tout avait été mis en avant pour que ce soit un succès. Et ça l'a été pour moi. Ouais, le nombre de concurrents en même temps, c'était du jamais vu aussi. Ouais, clairement. À 60 images par seconde, constant. Ça faisait partie de ce qu'ils avaient demandé pour faire ce jeu. C'est pour ça que les décors sont très épurés d'ailleurs. Ouais. Mais ça va bien, je trouve que, la direction artistique du jeu est top. Mais ouais, un jeu aussi fluide. Enfin, à l'époque, moi je ne l'ai pas connu à l'époque, mais si vous l'avez connu à l'époque, je pense que ça devait être un truc de fou. Ah, moi, il m'a marqué. Il m'a marqué clairement. Ouais. Tout était réuni. Puis, ouais, la sensation de vitesse, on l'avait clairement. Parce que sur SNES, on l'avait vraiment, cette sensation de vitesse. C'était pas en 3D, hein. Il y avait le mode 7 en SNES qui donnait cet effet. Mais là, du coup, le vrai passage à la 3D, je le craignais. Faut être franc, on le craignait. Et là, non, on a tout de suite kiffé. On a passé des super moments avec mes frangins. Et puis, ils ont réussi encore de monter en niveau sur la version GameCube. Et malheureusement, ça s'arrêtait là. Parce que moi, je suis fan de cette saga. J'aurais été content d'avoir plein d'autres versions sur les consoles. Ouais, pour Switch, moi, j'aurais kiffé. Ouais. Il y a Fast Fighter Neo. Ouais, je sais, on y joue. Je l'ai, celui-là aussi. D'accord. Sur Wii U, c'est ça? Sur Wii U et Switch. Sur Switch aussi. C'est le successeur spirituel, en fait. C'est que sur les consoles Nintendo. D'accord. Voilà. D'accord. Après, il existait aussi deux opus GBA. GBA, ouais, tout à fait. Qui était excellent. Excellent. Bah, de toute façon, en règle générale, franchement, les jeux GBA, il n'y a pas beaucoup de déchets. Hein. Franchement, c'est une sacrée console. Hein. Mais oui, non, ce F-Zero, je pense qu'il nous a marqué. Donc toi, Arnaud, tu l'as pas connu à l'époque? Tu l'as acheté quand? Je l'ai acheté il y a 1 an ou 2. À Lyon, au vide-grenier du geek, j'ai eu la bonne occasion. Il a un peu abîmé le mien, mais je l'ai vraiment pris plus pour la collecte que je pense pas qu'un jour je le. Ouais, c'est vrai qu'à Lyon, vous êtes quand même plutôt bien servi en ce qui concerne le rétro gaming. Vous avez un gros vide-grenier, mais vous avez aussi pas mal de magasins. Et du coup, la version SNES, tu l'avais pas connue non plus? Non plus. Non, j'avais la Mega Drive. Ouais, donc t'es passé de Mega Drive N64. Ouais, c'est ça. PS1, quoi.
Il faut savoir quand même que la cover du jeu japonais de F064, la cover est incroyable, mais vrai. Incroyable. Hein. Franchement, moi je l'ai eu dans les mains à un vide-grenier geek l'année dernière. Le jeu, c'était Andrea qui le vendait. Ouais, j'imagine. Je peux te dire que c'est un truc de malade. La cover, c'est un objet d'art. Quoi. Ouais, après, franchement, les covers Jap sur N64, elles sont belles. Ouais. Je sais pas si les gens qui regardent la vidéo ont en tête les images des boîtes N64 Jap. En PAL, on est horizontal. En Jap, c'est plutôt à la verticale, les boîtes. Et franchement, la plupart sont vraiment belles. Et il y a des packs, tu l'as signalé avec le Mario Kart, etc. Mais il y a des packs qui existent en plus qu'on n'a pas dans nos versions PAL. Donc, et évidemment, une gamme de jeux qu'on va pas citer aujourd'hui, une gamme de jeux qui est exclusif au Japon, qui aurait mérité d'avoir un portage en Europe. Alors les amis, je vous propose donc, moi, de continuer. Juste pour info, j'ai connu cette version en japonais. Donc en 60 FPS, c'était juste un truc de ouf. Parce que si tu jouais sur une console PAL, tu étais à 50 et pas à 60. Quand même le signaler. Ouais, c'est vrai. En 60 Hz. Pour ce jeu, passage 50 Hz, 60 Hz, ça crée une énorme différence. Et c'est pour ça que sur GameCube, ils avaient mis en avant ce système, que ce soit en PAL ou pas, on avait cette possibilité de choisir. Et sur Dreamcast d'abord, et puis sur GameCube, ouais. Sur Dreamcast et sur GameCube par la suite, ouais. Clairement. Alors Arnaud, on va parler d'un autre jeu de ta liste. De ma sélection, ouais. Ta sélection. Je te laisse le soin de choisir. Un autre jeu rare, peut-être. Ouais, moi j'aimerais bien. Ah oui. Avec quelqu'un qui aime bien l'alcool. Je sais pas lequel tu souhaites. Alors moi je pensais à Conker. Voilà, ouais. Le jeu que je vais vous montrer, c'est Conker's Bad Fur Day. Donc là, ce que je vous montre, c'est le press kit américain. Ah oui, ouais. C'est ça. C'est vraiment un truc qui est... ça, attendez, on va mettre peut-être en pause, on va se mettre en plein pot. Ouais, parce que ça mérite le coup d'œil. Ouais. Ça, c'est très, très, très rare. Ça, c'est très rare. Bah, il y a un press kit sur 64 qui est très connu, qui est le press kit de Majora Mask. Ouais, il est très connu, mais il est très cher. C'est un gros coffret vert, il est connu et cher. Et il me semble qu'il existe en 1000 exemplaires qui ont été distribués par contre en Europe. Et ça, je crois que c'est 500 ou 300, je ne me rappelle plus. Pour les US, ouais. C'est une version US qu'il y a avec. Et donc, tu l'as chopé où? Je l'ai chopé sur eBay en Allemagne un été quand j'étais étudiant. Alors, quand j'étais étudiant, je faisais des trucs à la Game One, pour ceux qui connaissent. En fait, je lâchais mon appart juin, juillet, août pour pouvoir. J'avais la chance d'être rémunéré au titre de mes études et je lâchais mon appart à chaque fois 3 mois pour n'acheter que des jeux. Et du coup, l'été, il est passé. Alors, l'été, il n'y a pas trop d'occasions, mais des fois, il n'y a personne non plus sur les enchères, quoi. Oui, non, tu as raison. Tu as raison de le signaler, ça. Il y a des périodes de l'année où c'est plus propice. Ça m'a quand même coûté quelques centaines d'euros, mais de mémoire, à l'époque, ça m'a coûté, j'avais fait le calcul, c'était 50 à 100 euros de plus que le prix du jeu complet en mint. Ouais, parce qu'il vaut cher le jeu complet. Hein, c'est un jeu il a toujours valu cher, ce jeu. Il a toujours valu cher, voilà. Et donc ça, c'est un jeu, voilà, c'est des barres de rire. L'univers est monstrueux. Le personnage, le charisme. Enfin, déjà, rien que l'intro, le début, le concept du jeu avec sa nana, là. Les types, ils ont pété un plomb, quoi. C'est ça. Il faut se dire que le prototype initial de ce jeu était antérieur à Banjo-Kazooie. Ça s'appelait Conker, je sais plus comment ça s'appelait. Conker's Quest ou un truc comme ça. Ouais, Conker's Quest 64 ou quelque chose comme ça. Et du coup, avec Banjo, qui était peut-être plus vendeur, etc., ça a été mis de côté. Et moi, à l'époque, j'en ai pas entendu parler de celui-là. Bon, faut savoir que le personnage de Conker est dans... il me semble qu'il est dans Diddy Kong Racing. Possible. Non, j'en suis pas certain. Il y a eu un jeu Game Boy Color, par contre, qui est sorti, que j'ai connu à l'époque, que mon papa m'avait prêté. Qui est un jeu qu'il est vu de dessus à la Zelda, je ne me rappelle plus vraiment ce qu'il faut faire. Et par contre, ce jeu, moi, quand j'ai commencé à traîner sur Internet, à entendre parler de rétro gaming et tout ça, tout le monde le citait. Tout le monde le citait comme le jeu de la 64 à avoir. Et par contre, je l'ai vraiment connu que quand je suis rentré en internat, il y avait des amis à moi qui le faisaient. Ils se réunissaient dans une chambre tous les soirs et ils avançaient l'histoire comme on avancerait une série ou un film, en fait. Parce que c'est des barres de rire. Alors, je sais pas ce que je peux dire et ce que je peux pas dire, mais moi, une phase qui m'a marqué, c'est un moment, on rencontre un gros bourdon qui s'est barré de chez lui. Après, tu rencontres la reine de la ruche qui dit « Ouais, mon mari, il s'est barré avec une petite jeune, etc. » Et en fait, le bourdon, il s'est barré pour aller avec un tournesol à gros seins.
Le truc, Ouais, voilà, c'est vrai, parce qu'il faut le signaler quand même. On a l'impression que c'est un jeu mignon. Comme ça, on voit des ça. personnages. Il crache, ouais. Voilà. Mais Là, on va Ultra voir. Trash, pour moi, c'est moins de 18. Clairement, Ah bah c'est il moins est de trash. 18. C'est Dès le moins de 18. début, le personnage, il est bourré, C'est complètement ça. pété. Sa nana se fait kidnapper. Il se réveille, il a la tête dans le falzar, il tombe sur un espèce de. C'est quoi? C'est un épouvantail qui est lui aussi perché. Ouais, c'est ça. Et Et puis puis voilà. après, bon, prendre l'aspirine, il va un peu mieux, etc. Mais toutes les anecdotes qui sont mises en avant, ils sont quand même bien perchés et orientés des fois d'une façon un peu Et il y a trash. énormément de parodies de films de la culture Ouais, populaire. Que Ouais. ce soit Orange Alien, Mécanique. Orange Mécanique pour le début du jeu, des références au jeu à la fin, il éclate le boss à la fin avec un Orange shoryuken. Mécanique, clairement. Ouais. Il y a tout un passage, tout un niveau qui est fait avec Matrix. Il y a tout un passage Ouais. où tu as un débarquement sur les plages de Normandie. Et en fait, les mecs, ils ont pété un plomb. À un moment, tu es en boîte de nuit, tu pisses sur les gens, en fait, pour progresser Ah dans ouais, le c'est jeu. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les mecs, Même au ils ont début, pété je un gerbe câble. carrément sur. Non, non, c'est vrai. C'est Ils vrai, ont c'est vrai. pété, ils ont pété un câble. Et ce jeu, je crois qu'il y a une histoire comme quoi quand ils ont ressorti le remake sur Xbox, ils ont un peu censuré. Ils Et ont genre, ultra censuré. C'est pas une ils avaient histoire, un c'est une budget règle. procès. Ils avaient un budget procès pour la sortie du jeu. Et finalement, personne ne les a attaqués. Et genre, c'est un miracle. Et Nintendo a quand même, déjà, ils ont refusé de l'éditer. Non, mais c'est quand Donc, même, c'est quand même le comble que sur Nintendo, on censure pas. ouais, Et que sur Xbox, la console ouais. des gamers, on censure. C'est quand même Ouais. ouf. Hein. Bah après, le problème, c'est qu'ils craignaient, ils n'avaient pas les droits de faire toutes les parodies qu'ils ont C'est ça fait, surtout, je etc. pense. Il y a ça aussi. Et du coup, ils l'ont quand même fait. C'est passé parce que le jeu a quand même une sortie très confidentielle. Normal, je Ouais. crois, je suis quasi certain, il n'est pas sorti au Japon. Il est sorti en US et en PAL, édité US par PAL, c'est sûr. THQ parce que Nintendo a refusé de l'éditer. Et donc, c'est ça. Ça en fait un jeu, pour moi, mythique de la Nintendo 64. Ah ouais, C'est, clairement. en fait, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est la console des petits-enfants. Et il y a ce jeu mais qui est Mais dans il un le faut du emballage, coup. mais qui est dans un emballage C'est un comme ovni au sein de la ludothèque N64. ah c'est ça, c'est Après, ça. après, oui, effectivement, tu l'as signalé, il a toujours été cher. C'est-à-dire que quand j'ai collectionné, parce que la N64, j'ai dit sa durée de vie, c'était entre 97 et 2002. À Ouais, ce il est moment-là, cher. on a acheté pas mal de jeux que j'ai toujours. Hein. Mes jeux N64, c'est les jeux de mon enfance qu'on a eu avec mes frangins. Et puis ensuite, bah, en 2002, j'ai complété un petit peu au fur et à mesure. On a complété 2002, 2005, etc. Et bah, le Conquer, il était déjà cher. T'as raison de le signaler. C'était déjà 700, 800 francs, je sais pas combien ça, 720 euros, on va dire. Après, bon, maintenant, il est encore plus cher. Hein. C'est dans les 300 euros quand on veut un propre. Est-ce que son prix voilà, est justifié? Je sais pas, mais comme tu l'as bien signalé, c'est un must-have quant à la N64 parce que c'est un ovni. Ou C'est sinon clair. la version Xbox qui est légèrement censurée mais qui est magnifique, on dirait un jeu 3.6. Le Ouais. pelage de Conquer, il est incroyable, enfin vraiment. Non, non, c'est clair, c'est clair. Puis ça, voilà, il faut aimer l'humour à l'anglaise, les Monty Python, l'humour un peu absurde, mais ça mélangé à des parodies, c'est ouf quoi. Ouais, clairement. Les amis, je vous propose de passer à un autre genre de jeu, le genre d'aventure, parce que on est sur un 64. Il y a un jeu qui a été attendu. Bicam, je vais peut-être te laisser en parler parce qu'il est dans ta sélection, il aurait pu être dans la mienne, dans celle d'Arnaud, je pense. Le Zelda Ocarina of Time. Ah. Ah, Malheureusement, c'est devenu. Ouais, bref. bon, Zelda Ocarina of Time. Alors, on peut dire pas mal de choses sur ce jeu-là. La première, c'est que c'est l'opus après la version SNES. Mm. Le premier Également, Zelda en 3D. Le tout premier Zelda en 3D. tout à fait. Donc, on l'attendait ce passage. Et franchement, j'ai aimé. J'ai aimé le scénario. Parce que Ocarina of Time, hein, on voyage dans le temps. Je sais pas si vous vous souvenez un peu du jeu. Je sais pas si vous l'avez refait après sur d'autres supports. Moi, Oui, je l'ai fait moi sur 3DS après. Vous l'avez refait. Mm. Bon, l'idée, c'est qu'au début, il y a comment ça s'appelle, la Triforce, là. Mm. Et puis, du coup, on va empêcher Ganon, qui fait partie du clan des Gerudo, là. Vous savez, dans le Breath of the Wild, on a ceux avec les gros pifs, là. Je sais plus, c'est Gerudo, c'est ça, hein. De s'en emparer. Et puis, bon, il arrive quand même à s'en emparer. Et puis, du coup, de souvenirs, hein, je crois que Link, il est projeté 7 ans dans le futur, c'est ça? C'est ça. En fait, Il finit endormi. 7 ans dans le futur où Ganon domine le monde. c'est ça. En fait, Et grâce ça, je trouve à ça la musique du temps, il peut voyager dans Voilà, le il temps. peut voyager. Et puis, du coup, il doit. Je crois que c'est Zelda. Oui, c'est Zelda qui lui permet de voyager. Et du coup, il doit retrouver les mages. Hein. Il y a les 7 mages.
3 en tant que quand il était gamin, et puis 3 en tant qu'adulte. Il doit les retrouver. Alors, je spoil peut-être. Hein. Je vais peut-être spoiler en disant que le dernier mage, bon, bah, c'est un personnage, c'est Zelda, le dernier mage. Et puis moi, ce scénario, en fait, ficelé, il m'avait vraiment plu. J'avais l'impression d'être dans une vraie aventure, en fait. Clairement. Après, de là à dire que c'est mon préféré, non, c'est pas mon Zelda préféré. Mon Zelda préféré, je maintiens, c'est sur SNES et le Breath of the Wild. Maintenant, j'avais vraiment passé d'excellents moments. Je pense que Biggie, tu partages mon point de vue. Alors moi, je me souviens, pour te dire, je l'ai acheté Day One, le jeu, je l'avais réservé, il n'y en avait pas beaucoup en quantité, avec cette boîte noire et dorée exceptionnelle. Ouais, ouf. Hein. Ouais, et je me souviens, hein, j'étais allé, le mec, j'ai cru qu'il m'avait planté, qu'il m'avait vendu mon jeu, et j'arrive, il me dit non, c'est bon, je l'ai et tout. Il m'avait charrié, ou je sais pas, il m'avait fait. L'ascenseur émotionnel. Voilà. Et j'ai récupéré le jeu, je suis rentré, j'ai joué, c'était un truc de ouf. Mais je me souviens, même mon frère, tu sais, qui avait un peu quitté les jeux vidéo, mon petit frère, et quand il a vu le jeu, il était voilà, époustouflé. Alors, moi, si je devais faire un classement, ça sera toujours Zelda 3, effectivement, mais pour moi, ce sera celui-là, le deuxième. Ouais, Parce que, il a en marqué. fait, voilà, c'est le fait que le jeu passe à la 3D, ça a sublimé un peu le côté aventure. Et c'était la première fois qu'on se sentait autant impliqué dans une aventure, Ouais, c'est ça. autant acteur. Moi, je me souviens du tout premier donjon, tu sais, de l'arbre Mojo, là. Franchement, c'était un truc de ouf, quoi. Je me disais, c'est pas possible que le jeu soit entièrement comme ça. Moi, j'avais cette sensation d'open space. Voilà. J'avais cette sensation. Vraiment, j'étais. Ouais. Alors, le jeu n'est pas vraiment un open world. Hein, non, justement. C'est cloisonné. Mais pour l'époque, oui, tu avais. Pour l'époque, on a cette sensation. Comme tout à l'heure, on parlait de Mario. Effectivement, quand on y réfléchit, la map, elle est plutôt petite. Mais à l'époque, elle me semblait énorme, en fait. Toujours pareil, hein, ces énigmes, les monstres, parfois tu devais rentrer à l'intérieur d'un monstre. C'était ouf, quoi. Tu pouvais pêcher. Il y avait tellement de choses dans le jeu. De finesse, bien sûr. La 3D a vraiment apporté quelque chose de fou aux énigmes. Chaque donjon, tu gagnais un objet et tu avais des énigmes à faire avec cet objet. Alors vous me direz, dans Zelda 3, c'était pareil, mais dans Zelda 3, tu gagnes les bombes, tu pètes le mur, tu as une fissure. Ce que je veux dire. Moi, j'adore Zelda 3, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais là, il y a vraiment. Moi, j'y ai passé des après-midi à réfléchir juste sur une énigme ou sur un donjon. Moi aussi, hein. Ouais. Et je pense que, tu vois, pour moi, le Breath of the Wild, il s'est beaucoup inspiré du Ocarina. J'ai retrouvé beaucoup de choses. Et de la NES et du Ocarina, ouais. Ouais. C'est ça. Et donc, voilà, c'est-à-dire que c'était vraiment la formule qui était sublimée. Il y avait l'histoire avec la fée Navi, là, qui te permettait de viser. Oui. Le système de lock, qui est révolutionnaire. Le système de lock avec Navi, c'était cool. Le cheval, parce que c'est la première fois qu'on montait. Voilà ce que j'allais dire. À la base, normalement, il devait être sur le Mario 64, je crois. Il y avait une histoire comme ça où. Il voulait le mettre depuis longtemps, le cheval, Miyamoto. Mais il a pu le mettre que sur cet opus-là. Que sur celui-ci, d'accord. Ouais. Et il faut savoir que c'est pas un jeu qui nécessite l'expansion pack, hein, pour vous dire. Contrairement au Major. Ouais. Et franchement, moi, je trouvais que c'était une sacrée prouesse. Voilà. C'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Et franchement, je suis content que tu le cites parce que j'ai aimé le Majora, mais clairement le Ocarina, ça a été la claque. Je préfère le Ocarina à Majora. Ouais, moi aussi. Ça a été la claque. Ça a été clairement la claque. On va peut-être demander à Arnaud un dernier jeu de sa sélection. Ouais. Alors je vais vous parler du Mischief Makers. C'est un jeu qui a été aussi. C'est pas connu parce que c'est pas écrit. Ça doit être écrit dans le jeu. C'est un jeu qui a été développé par Treasure. C'est écrit derrière. Treasure, ouais. Et ça, du coup, c'est un jeu que j'ai connu à l'époque, que j'ai acheté à cause de la couverture, qui était quand même assez sympa. Donc en mode random. Achat à la cover, ce qui nous arrive souvent. Totalement random, surtout quand on est petit. Et du coup, c'est un des rares jeux qui se joue. Alors, il est en 2,5D, c'est-à-dire qu'il y a quand même les sprites sont faits avec des modèles 3D, mais c'est quand même un jeu qui se joue en 2D et exclusivement en 2D. Et la manette de la 64 est déjà on joue avec le pad, donc un peu comme tu le disais tout à l'heure sur Killer Instinct. Donc c'est quand même assez rare sur 64 les jeux qui se jouent au pad. Et tous les boutons C haut, C gauche, C droite qui ne sont pas utilisés du coup finalement parce que il y a pas de caméra à gérer vu que c'est un jeu en 2D. Ouais. Et bah du coup c'est fait pour tu attrapes des objets et tu peux les secouer et tout le gameplay est fait à partir de là. Voilà. D'accord. Et c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Alors je ne l'ai jamais fini. Quand j'étais petit, j'étais bloqué, pour ceux qui ont fait le jeu, à une espèce d'endroit où il y a des espèces de... T'as un track and field dans le jeu, en fait. Tu dois appuyer vite,
c'est des espèces de Jeux Olympiques en fait internes au jeu. Brûler le bouton. Voilà, ça. Et j'étais bloqué là quand j'étais petit. Quand j'ai récupéré le jeu plus tard à l'âge adulte, j'ai réussi à passer ce niveau. Une fois, je m'étais dit je vais finir le jeu, mais je l'ai pas fini, je sais pas pourquoi. Et puis il y a des gros boss à la Trésure, hein, à la Guardian, à la Gunstar Heroes. Ouais, non, vraiment, il est vraiment cool, quoi. Il a pas un feeling run. J'ai envie de vous dire, c'est le Gunstar Heroes de la 64, mais il a pas un feeling run and gun. Pas du tout, pas du tout. Mais l'action plateforme. Ouais. Ouais, Non, mais c'est de l'action effectivement, ce plateforme, type ouais. de jeu, on n'en voit pas beaucoup sur N64. Ouais, tout à fait. Bon, c'est J'appelle ça de la 2D 3D, moi. Enfin, je sais pas c'est le seul. comment- Donc on le voit sur les images, le bonhomme qui s'appelle Marina s'accroche à des boules, attrape des bonhommes, elle peut les secouer, elle peut les lancer, et tout le gameplay est fait sur ça. Là, vous voyez, il est accroché, on peut secouer avec les boutons C, en fait. Alors, je ne le possède pas. Et tu m'as donné envie de. Je sais pas, ça doit pas valoir très cher, j'imagine. Non. On en parlait en off, même sous blister, il se trouve encore. Ouais, alors sous blister, ça j'ai failli l'acheter, je te l'avais dit, effectivement. Ouais. Mais, Bon, j'aurais peut-être dû à l'époque, c'était vraiment pas cher. non, Mais là, si je me l'achète sans blister parce que j'ai envie de me le tester. Je pense que ça doit pas valoir très cher et je vais me laisser tenter. Je vais regarder un peu ça. C'est pas partie des jeux recherchés, il est édité par Enix. C'est développé par Trésure et édité par Enix. Édité par Enix. Sur 64, Enix, ouais. je sais pas. Peut-être en Jap, mais pas sur PAL en tout cas. Ouais, voilà. C'est vrai. Donc, pour moi, c'est vraiment une curiosité ce jeu et que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Ok. Bah, écoutez, les amis, il y a un jeu quand même qu'il faut que je parle avant de finir pour moi en tout cas. C'est le Mario Kart. Je pense qu'on a tous quelque chose à dire sur ce jeu-là, mais on a parlé du F-Zero qui a marqué en SNES. Le Mario Kart nous a aussi clairement marqué sur SNES. Hein. En gros, on avait le F-Zero, on attendait le portage. Le Super Mario World, on attendait la version Mario 64 sur 64. Et ben, le Mario Kart, c'était pareil. On attendait ce passage à la 3D. À cette époque-là, clairement, je l'avais trouvé super fun. Super fun. Le passage, pouvoir y jouer à 4, pouvoir y jouer avec les frangins, avec la famille, sans attendre, sans quoi que ce soit. Et puis graphiquement, à l'époque, je le trouvais super beau. Très divertissant. Aujourd'hui, il n'a pas trop vieilli, je trouve. Comme les personnages sont faits avec des sprites en 2D et les décors en 3D. Comme c'est plaqué, oui, c'est ça. Il n'a pas trop vieilli, mais connaissant enfin, vu qu'il a eu beaucoup de successeurs, on a tendance à avoir tout de suite les images en tête, par exemple, du Mario Kart Wii U ou Switch. Ouais. Bien sûr, en comparaison, c'est le jour et la nuit. Et par contre, par rapport vraiment à cette année de sortie, hein, c'était ouf. C'était clairement ouf. Après, ce jeu-là, il misait pas forcément sur les graphismes. C'était vraiment le fun. Le fait de jouer à 4, moi, franchement, les plus grandes soirées qu'on a passées aussi dans le jeu en multi, c'est Mario Kart 64, il en fait partie. Pouvoir jouer à 4 sur la même télé quand tu avais une grande télé, c'était super confortable. Il y avait le mode battle qui était exceptionnel. Franchement, c'était juste ouf, quoi. Ouais, il y avait votre battle. Ouais, on peut reprocher des trucs, mais en plus, il avait des circuits qui étaient top, notamment l'arène Wario qui est apparu avec cet opus-là. Ouais. Qui a été repris dans la version Wii U, mais aussi dans la version. Et c'était super bien fait, avec les projections de boue quand tu allais dans les flaques de boue sur les côtés. Donc non, c'est-à-dire que c'était un genre unique. Il n'y avait pas dans d'autres supports un jeu de ce type-là. Plus tard, il avait des concurrents sur ce support-là. Diddy Kong Racing, c'était quand même un sacré concurrent. Ah ouais, on le citera, mais Diddy, on le cite vite fait parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout aborder. Mais Diddy Kong Racing, c'est différent. Tu as un mode solo qui est juste incroyable. Il est moins fun à plusieurs, mais par contre, le mode solo est top, quoi. Puis t'as des avions, t'as tout ça dans Diddy Kong Racing. C'est ça, t'as l'avion, t'as l'aéroglisseur et le karting. Mais Mario 64, Mario Kart 64, l'avantage c'était ça, c'est-à-dire que tu avais un mode solo intéressant pour déverrouiller les coupes et les circuits, pour jouer à plusieurs, et tu avais le mode de multi qui était super poussé. Et voilà, c'était techniquement, c'est-à-dire on peut citer après Crash sur PlayStation qui a marqué beaucoup de monde. Hein. Voilà, qui a marqué du monde, mais je pense qu'il fait pas le poids. Crash Nitro. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment un univers différent. J'avais fait un petit versus sur mon onglet communauté, entre guillemets, où j'aime bien faire des petits versus comme ça, ce que vous préférez à Mario Kart 64, Diddy Kong, etc. Ou Crash. Je crois que j'avais mis Crash aussi. Et en fait, les points de vue sont très divergents. C'est-à-dire, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on a connu et à quel moment on l'a connu.
C'est-à-dire que comme moi, j'étais vraiment, nous c'était Mario Kart. Ce type de jeu pour nous, on était orienté vers Mario Kart. J'ai tendance à préférer les Mario Kart. Je pense que ceux qui ont connu en premier Diddy Kong Racing, ils vont penser autrement. Moi, ce que j'ai On trouvé ne peut pas top. jouer à 4 à Crash. Hein. Non, On peut ou on peut pas? Non, on peut pas à Crash. On peut pas. Ce que j'ai trouvé top sur le Mario 64, on n'en a pas parlé, c'est qu'en fait, pour la première fois, quand on jouait seul, on pouvait jouer en plein écran aussi. oui, Parce que c'est vrai. sur Super NES, moi, j'ai toujours été dérangé par, On avait la vue de derrière en bas. Ouais, par clair. le circuit en bas et le fait que j'ai un écran écrasé dans le haut de l'écran. Je ne l'ai pas connu à l'époque et moi, ça me refroidit un petit peu ça sur Super NES. Tandis que sur 64, ouais, c'est vrai. Je l'ai bien aimé tout de suite, ouais. Clairement. Biggie, est-ce que tu as un dernier jeu de ta sélection? Après, il va rester Diddy Kong, mais on l'a abordé. Donc, ouais, on l'a abordé Diddy Kong. C'est vrai que bon. Ça sert à rien peut-être de s'attarder, je pense que. Alors, justement, on peut quand même signaler qu'il y a une très large collection de jeux auxquels on n'a pas eu le temps de s'attarder, qui sont des bons jeux. Par exemple, le Majora Mask, il a marqué beaucoup de personnes. On a parlé de l'Ocarina, le deuxième Banjo, on a parlé du premier. Ouais. Il y a Perfect Dark, on a parlé de GoldenEye. Moi, Perfect Dark, je l'ai connu après la 64. Vraiment après l'ère de la 64. Parce que j'étais déjà passé à autre chose, en fait. Je l'ai connu après. Après, il y a d'autres jeux un peu plus méconnus que j'ai connus, hein, comme le Mass of the Dark Edge. Je sais pas si vous avez connu un peu. Mass of the Dark Edge, ouais. Jeu de version. Edge, qui vient de l'arcade à la base. Ouais. Donc voilà, c'était des jeux aussi, on aurait pu citer, mais on va pas tout citer. On a vraiment mis en avant ce qui nous tenait à cœur et ce qui nous a vraiment marqué. Et puis, je pense qu'il a marqué beaucoup de personnes qui ont connu la N64 à l'époque, en tout cas. Bon, en tout cas, Arnaud, on a toujours pour habitude avec l'ami Biggie de poser une question à notre invité. Donc, je vais te la poser. Aujourd'hui, en 2021, une personne vient te voir et te dit, Arnaud, toi, tu es un collectionneur. Moi, j'ai envie, je pense que tu as connu la N64. J'ai envie de la découvrir. Je vais me l'acheter avec 3 jeux. Qu'est-ce que tu me conseilles? Mario 64, sans hésiter. Et là, pour le reste, ça va vraiment dépendre de la personne, en fait. Si j'ai un mec qui va aimer les jeux d'aventure, je vais pas conseiller Zelda à un mec qui passe sa journée sur Call of, quoi. Par contre, je vais lui conseiller GoldenEye en contrepartie. J'ai envie de conseiller Banjo parce que c'est mon jeu préféré, donc de toute façon, je vais toujours pousser Banjo. Est-ce que ça va pas être redondant avec Mario 64? Un petit peu. Moi, je conseillerais plus Banjo que Mario 64. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'aurais plus conseillé Banjo, du coup. Ouais, si on doit mettre qu'un jeu de plateforme, on mettrait Banjo. Mais le Mario 64, il est peut-être plus accessible. Enfin, je sais pas que Banjo n'est pas accessible, hein, mais c'est un univers, voilà, le Mario 64, il se manie au doigt et à l'œil. Le Banjo se manie très très bien. On n'en a pas parlé, mais c'est le jeu de Rare qui se manie le mieux. Contrairement à Conker, se manie un peu difficilement. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai galéré quand j'ai fait ma vidéo, j'avoue. Ouais. Alors qu'il est sorti après Banjo, mais c'était pas les mêmes équipes, donc c'est ça qui fait aussi les choses. Mais ouais, voilà. Donc, on va dire Mario 64. Banjo. On va dire GoldenEye. Ouais, c'est ça. Banjo. Et peut-être Zelda si la personne aime tout type de jeu. Ouais. D'accord, bon choix. Moi, j'aurais pas dit mieux. Voilà, j'aurais dit un univers Mario. Mario 64, Mario Kart, l'un des deux. Parce que le fun est tout de suite là. GoldenEye en termes de FPS, oui. Après, si la personne aime vraiment les RPG au sens tour par tour, je vais conseiller Paper Mario. Mais on n'en a pas parlé du Paper Mario. Je vais lui faire une sélection Paper Mario, voilà, mais le Kirby, etc. Paper Mario, j'avais passé des très bons moments d'ailleurs dessus, mais pareil, un des rares jeux 2D. Ouais, j'avais connu le Mario RPG en fait tardivement, moi. C'est-à-dire, j'ai connu d'abord le Paper Mario. Et puis un de mes frangins il me dit mais non, il y a déjà eu un Mario RPG sur SNES. Je dis ah bon, je l'ai pas connu. Il me dit si en US. Et du coup après je l'ai connu. Donc bonne sélection. Biggie, je pense que tu partages un peu la sélection d'Arnaud. Ouais. Moi aussi. Très bon choix. Les amis, j'ai passé vraiment un bon moment en votre compagnie. J'ai pas vu le temps passer et le temps il est vraiment passé. Et mais voilà, quand on aime, on ne compte pas. Hein, vous connaissez cette expression. Arnaud, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment en ta compagnie et puis surtout ces souvenirs sur une console que j'affectionne. Et je l'ai pas précisé, hein, mais que j'affectionne beaucoup pour la collection aujourd'hui. C'est-à-dire que entre 2000 et 2010, j'ai vraiment beaucoup collectionné N64. Je me suis calmé un peu depuis, mais je m'en achète encore un petit peu. Hein, vous avez vu avec le Killer Instinct. Et puis j'ai pas tout non plus, mais j'en ai quand même beaucoup. Je pense que je vais continuer dans ce sens-là. Après, en tant que gamer,
en manque de temps, la vie de famille, bah, Arnaud, tu sais ce que c'est, hein, Ouais. le temps, il faut l'utiliser à bon escient. Après, les jeux 64 vont bien pour faire découvrir à des enfants aussi. Je trouve le Ouais, c'est Mario, pour ça le que je te Banjo. disais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est sûr. J'attends encore un petit peu parce que faut la manipulation de la manette 64 pour mon fils, c'est assez dur encore pour le moment. Mm. Mais je vais y venir. Je vais y venir effectivement. En plus, vous avez vu, hein, tout le matos est branché et à disposition. Bon, en tout cas, je te remercie Arnaud. Mais merci de m'avoir invité. C'est toujours Avec plaisir, un Arnaud. plaisir Voilà. de Et puis faire on va tous attendre avec vous. la sortie, petit à petit la sortie de ton jeu. Hein. Je pense que tu vas travailler encore tranquillement dessus Ah ouais, sans te stresser. il reste des mois, quelques mois quand même. Mais bon, voilà. Ouais, mais il faut prendre le temps qu'il faut. Mais on sera, voilà, on sera là pour la sortie. Biggie, je te remercie aussi. Ouais. Merci, merci pour cette vidéo et puis merci surtout pour tes anecdotes parce que je les trouve toujours. Enfin, moi, je les kiffe. À chaque fois, je pense que je suis pas le seul. Hein. J'attends toujours la petite histoire parce que je sais elle va être kiffante. Et puis, bah, je remercie surtout toutes les personnes qui ont visionné cette vidéo et puis je pense qu'ils souhaitent aussi peut-être partager leurs souvenirs. Alors, il y a le chat qui est là si on fait une première pour la vidéo et je pense qu'il y a des chances. On pourra discuter en direct. Mais il y a aussi surtout l'onglet commentaires dans lequel vous pourrez nous donner votre sélection, une sélection de jeux, de souvenirs. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre sélection? Est-ce que vous êtes d'accord avec les souvenirs qu'on partage? Est-ce que vous partagez les mêmes? Et puis, bah, à tous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao Arnaud. À bientôt, merci. Bisous, ciao.